Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Antoine Morin, directeur des études et des travaux à l'établissement public foncier de Bretagne, et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire du cycle Les Territoires Innovent. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, je le fais au nom des partenaires que sont l'État, le Conseil régional de Bretagne, l'établissement public foncier de Bretagne et la Banque des Territoires, qui sont donc partenaires de ce cycle d'animation qui s'adresse aux collectivités bretonnes et aux acteurs qui les accompagnent dans des projets de renouvellement urbain en faveur de la sobriété foncière et du dynamisme des centralités. Ce cycle est donc notamment là pour aider les nouvelles équipes élues en mars 2026 pour définir leur stratégie d'aménagement et engager de façon opérationnelle leurs projets, partager des expériences. Et aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la restructuration des zones d'activité économique. C'est un sujet que nous avons déjà abordé à plusieurs occasions, à peu près à raison d'une fois par an depuis la création du cycle Les Territoires Innovent voilà, pour focaliser sur cette question particulière qu'on va approfondir. Et donc, vous pouvez retrouver tous ces replays sur la chaîne YouTube Les Territoires Innovent. On y reviendra à la fin du webinaire. Voilà, donc quelques mots sur ce sujet qui est un sujet majeur à l'heure du ZAN, qui nous conduit à réfléchir aux moyens d'optimiser le foncier pour l'accueil des activités économiques dans des zones qui étaient encore jusqu'à récemment conçues exclusivement en extension urbaine. Et dans un contexte aujourd'hui de rareté du foncier et des ressources financières limitées, eh bien, il y a un enjeu majeur, notamment pour les intercommunalités, à agir de façon efficace, ciblée, pour permettre cet accueil en renouvellement urbain et non plus en extension. Et on verra que les zones d'activité, on le sait, ont beaucoup de ressources et de foncier qui peut être débloqué en mobilisant différents outils qu'on va vous présenter. Les intercommunalités donc, sont de plus en plus mobilisées sur cette évolution de pratique pour déverrouiller le foncier et favoriser autrement l'accueil d'entreprises sur les territoires. Et on observe depuis 5 à 6 ans une véritable dynamique sur ce sujet. Et de plus en plus de territoires et d'intercommunalités s'engagent dans cette voie avec un effet d'entraînement progressif. Alors aujourd'hui, on va entendre justement le témoignage d'une agglomération qui est engagée dans la sobriété foncière en matière d'aménagement économique. Puis le CEREMA et le PF présenteront les résultats d'une expérimentation qu'on a menée depuis 2 ans et que nous avions présentée en octobre 2024, qui associe 4 territoires pilotes et qui a permis voilà, d'élaborer un certain nombre de démarches, d'outils, de méthodologies. La SEMBRES ensuite présentera la réalisation de villages d'entreprise qui sont une des modalités d'optimisation foncière pour le développement et pour l'accueil d'entreprises. Et nous verrons donc à travers ces témoignages que face à cette question qui est difficile et qui est complexe, sur le plan technique, juridique, financier, politique également, nous verrons que la restructuration des zones d'activité économique, qu'il existe des démarches volontaristes et innovantes et que des outils se développent avec un éventail d'actions possibles. Et voilà, nous amorçons donc avec ce webinaire en fait la capitalisation et le partage des outils qui ont émergé pendant cette expérimentation qui a duré 2 ans. Voilà, nous savons que chaque territoire a ses spécificités et qu'il n'y a pas de mode opératoire simplement réplicable et de recettes toutes prêtes, mais nous avons des pistes solides qui montrent que une des clés de réussite majeure, c'est la cohérence des actions qui va de la stratégie macro à la mise en œuvre opérationnelle concrète, et c'est ça que nous allons vous montrer sous différents angles aujourd'hui. Donc j'espère que ce webinaire vous permettra de nourrir vos projets territoriaux. Et donc je repasse la main à Laetitia Cour, chef de projet Les Territoires Innov chez Bouded, pour animer ce webinaire et vous présenter donc les témoins du jour. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci beaucoup Antoine Morin. Donc effectivement, je suis Laetitia Cour et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Donc à présent, nous allons laisser la place aux témoignages. Donc nous aurons effectivement 3 temps de témoignages avec des témoignages à plusieurs voix. Donc, pour démarrer, je vais vous laisser la parole à Jérôme Meunier, conseiller délégué politique foncière et gens du voyage, et ainsi que maire
Dinzinzac Locrist pour Lorient Agglomération et également Jérôme Lebert, donc responsable de la mission parc d'activités, donc pour nous parler du programme local d'aménagement économique. Je vous laisse prendre la parole, Jérôme Lebert, pour nous présenter ce programme. Alors oui, bonjour à toutes et à tous, donc je suis Jérôme Lebert. Donc en effet, un témoignage sur le programme local d'aménagement économique de Lorient Agglomération, qui est un document qui a été approuvé par le Conseil communautaire en début d'année, en février 2026, et qui fait suite à un schéma directeur des PAE qui était obsolète et qui devait de toute façon être actualisé. On est par ailleurs donc, sur l'agglo de Lorient, sur un contexte où on a un besoin d'affirmer une stratégie globale d'aménagement à l'échelle de l'EPCI, qui devait passer par la réactualisation d'un document stratégique comme le PLAE. On est comme sur d'autres territoires, donc dans un contexte de difficulté pour produire de nouveaux fonciers, avec notamment une raréfaction des terrains nus de construction, en particulier sur les extensions économiques. Enfin, donc comme pour d'autres territoires, on a également donc un modèle d'aménagement qui est à réinventer, avec, ça a déjà été cité, la fin d'un modèle extensif et la nécessité d'intensifier le renouvellement urbain à travers des opérations d'aménagement particulières comme les requalifications. Et donc par ailleurs, nous avons souhaité dans ce PLAE intégrer tout un tas d'objectifs et de cibles pour notamment mettre en œuvre les transitions environnementales et sociales. Donc, j'en parlerai un tout petit peu à la fin de cette présentation. Son but premier étant plutôt de développer les outils qui visent à cette sobriété foncière et qui sont peut-être parfois un peu nouveaux. Je ne parlerai pas forcément d'outils innovants, mais en tout cas, il y a des démarches qui sont mises en place depuis quelques années. Alors, les intérêts du programme local d'aménagement économique pour l'agglomération étaient principalement déjà de valoriser dans un document de référence des actions qui étaient déjà mises en œuvre, notamment pour la sobriété foncière. Donc, c'est un document qui permet de bien les montrer, de les expliquer et de partager notamment avec les nouveaux élus ces démarches mises en œuvre. Il nous permet également de poser un diagnostic plus fin des tissus économiques, notamment tertiaires et productifs, dans le but d'identifier des besoins précis et territorialisés. Il nous permet également de structurer et de piloter une politique d'aménagement économique à l'échelle de l'agglo, plutôt sur un temps long, qui est celui du projet urbain, et des projets de requalification que nous sommes en train d'amorcer. Enfin, il permet de définir des actions opérationnelles, donc c'est vraiment un document qui se veut opérationnel, on n'est pas sur un document de planification en tant que tel. On va poser des grandes orientations, mais on va aussi chercher à les territorialiser au maximum pour accompagner le changement et faire en sorte que ça puisse bouger sur les parcs d'activités économiques communautaires. Donc, en termes de structure, vous avez à l'écran le sommaire du PLAE de Lorient Agglo, avec une première partie d'état des lieux qui va notamment traiter de la question de l'immobilier de bureau, l'offre, la demande. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même globalement assez complexe et qui fait l'objet d'une partie spécifique. On a également un propos sur l'analyse des activités dites productives, donc plutôt activités primaires, secondaires, commerce de gros et logistique. Nous avons également inclus dans ce volet état des lieux un baromètre de l'offre foncière qui permet de mesurer, j'ai envie de dire pratiquement aujourd'hui en temps réel, l'offre foncière disponible, qu'elle soit immédiatement disponible à travers le clé en main ou plutôt programmée à travers la planification urbaine et la mise en œuvre progressive dans les prochaines années de grands projets, notamment d'extension, mais aussi de requalification. Enfin, l'état des lieux intègre donc un propos sur le parcours résidentiel des entreprises qu'on a vraiment souhaité mettre en avant, considérant que souvent les projets d'extension voient des implantations d'entreprises endogènes, donc déjà présentes sur le territoire, avec un cycle de vie de l'entreprise sur le territoire qui implique notamment, pourquoi pas, des actions foncières et opérationnelles, voire réglementaires, de la part de la collectivité. Alors, le volet 2, il concerne les orientations stratégiques et je vous propose qu'on profite de ce webinaire pour approfondir un certain nombre d'entre elles.
on ne va pas pouvoir toutes les développer. En revanche, si vous le souhaitez, le document est disponible en ligne, notamment sur ActOffice, donc le site qui répertorie les délibérations de Lorient Agglomération. Il vous permettra de télécharger la délibération et son annexe, donc le PLAE total. Sur le volet 3, donc les déclinaisons opérationnelles, on en parlera aujourd'hui assez peu. Mais en guise d'introduction, je peux vous dire qu'on a notamment intégré un process de commercialisation de terrain qui a été formalisé donc, à l'occasion de la rédaction du PLAE. Il y a un projet également de cartographie, d'orientation, d'aménagement et de programmation donc à l'échelle du territoire, donc sur le volet aménagement économique, ainsi qu'un programme d'animation qui a été pour le moment ébauché. Et donc le PLAE, ayons-le en tête, c'est un document qui est non opposable et qui est aujourd'hui plutôt un document d'orientation qui a vocation à être approfondi donc, en cours d'année 2026, mais également en 2027, à travers tout un tas de consultations avec des partenaires plus ou moins locaux, mais également régionaux, dont feront partie notamment l'EPF ainsi que le CRMA. Alors, je vais passer maintenant sur la déclinaison des actions. Je vais essayer d'être assez concis. Donc, la première action intégrée à ce PLAE, elle concerne l'idée de dynamiser le BIMBI économique. Donc, dans les éléments de contexte importants à l'échelle de l'agglo, on peut noter que depuis 2019, Audelor a répertorié pas loin de 15 hectares de foncier sous-optimisé dans le diffus, donc dans des zones économiques qui aujourd'hui sont clairement très peu denses, avec notamment 5,7 hectares en dents creuses, c'est-à-dire sur des fonds de parcelles. Donc ça, c'est un premier inventaire qui a été réalisé il y a quelques années. Et aujourd'hui, suite à son actualisation, on considère qu'on dispose de 33 hectares supplémentaires identifiés et jugés exploitables, c'est-à-dire essentiellement classés constructibles en zone à vocation économique et avec globalement très peu de contraintes réglementaires pour l'implantation d'entreprises ou de locaux économiques en fond de parcelle. Donc, dans les freins qui sont à noter et qui, je pense, peuvent concerner un certain nombre de territoires, on a identifié parfois sur ces gisements fonciers disponibles des logiques patrimoniales, des logiques spéculatives, parfois une méconnaissance aussi des enjeux à densifier, voire parfois l'absence de volonté de changement de la part de propriétaires ou d'occupants. Donc, en tout cas, au niveau de l'agglo, on pose cet objectif dans le PLAE de continuer à identifier et accompagner les propriétaires des entreprises occupantes pour tenter de libérer ce potentiel foncier. Et donc, en termes de moyens, je ne les ai pas tous cités, mais ce sera une synthèse pour aujourd'hui. Pour l'identification de ces terrains, nous avons développé des outils SIG qui permettent de poser des diagnostics toujours plus fins par le croisement de données foncières, réglementaires, territoriales, etc. Donc on a vraiment des outils aujourd'hui chez Audelor et chez Lorient Agglomération pour comprendre où se situent ces fonciers disponibles et comment les caractériser. Et ensuite, les actions, elles vont plutôt concerner évidemment la sensibilisation des entreprises à cette sobriété foncière, voire leur accompagnement pour développer ces terrains et y voir se concrétiser des projets. Donc, l'agglo pratique la mise en relation entre les prospects que nous pouvons recevoir pour des demandes d'implantation d'entreprise et la connaissance de ces terrains disponibles. On encourage également ponctuellement la création d'associations foncières urbaines pour traiter de la question des remembrements fonciers qui peuvent être utiles pour, par exemple, agréger différents fonds de parcelles et constituer des assiettes pertinentes pour développer des projets. Donc j'ai prévu une petite illustration en reprenant un exemple qui est une zone communautaire du territoire de Lorient Agglo pour illustrer notamment l'identification ici des fonds de parcelles disponibles qui peuvent être plus ou moins grands, plus ou moins loin des infrastructures, parfois en deuxième rideau, parfois en premier rideau. Et donc, la logique, vous la connaissez, je pense, pour la plupart, c'est de venir permettre la construction de ces fonds de parcelles ou de ces fonciers disponibles directement par de la mise en relation
avec aujourd'hui un outil qui se développe de manière assez forte, qu'on peut constater, qui est celui de la copromotion, dans lequel un promoteur va par exemple s'associer à un propriétaire occupant pour partager le risque du projet, mais également les modalités de financement. Donc un outil de copromotion qui s'avère assez intéressant, en cela qu'il peut faciliter l'émergence de projets sur ces fonciers identifiés comme étant disponibles. Donc, la deuxième action, elle parle plutôt de la recomposition d'unités foncières. On a vu que dans le cas précédent, on était vraiment sur du BIMBI fonds de parcelles. Là, il s'agit vraiment d'aller chercher plusieurs parcelles connexes, avec pourquoi pas une intervention publique pour capter le foncier et reconstituer des unités pertinentes qui peuvent servir à l'implantation de plus grosses entreprises. Donc là, les outils mis en place, ce sont les mêmes que pour la première catégorie de BIMBI, avec notamment en plus l'inscription sur nos SIG de périmètres de veille qui permettent de mettre en veille les potentielles mutations qui peuvent nous intéresser dans le but de progressivement agréger des fonciers pour en faire des assiettes de terrain plus importantes. Donc ici, vous avez également une illustration avec, alors, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais donc en tout cas, ici, vous avez pour l'illustration 3 fonds de parcelles avec des propriétaires différents. Le but du jeu est d'unifier ces fonciers résiduels pour permettre l'implantation de plus grosses sociétés, là aussi en densification et en bénéficiant au maximum des infrastructures existantes du parc d'activité économique. La troisième action à développer donc, dans ce PLAE, elle concerne les requalifications de parcs d'activité économique. Donc là, on a la nécessité de le faire très clairement sur notamment des tissus économiques qui sont aujourd'hui obsolétants, dégradés, pour lesquels les niveaux de service et d'équipement sont plus à jour. Donc on a en plus, et ça a été cité en introduction, l'émergence du ZAN, avec aujourd'hui une trajectoire de sobriété qui est ancrée et qui va prochainement l'être encore plus puisqu'elle sera traduite dans le schéma directeur de cohérence territoriale. Donc très concrètement, sur cet objectif, nous, on a développé un accord cadre de maîtrise d'œuvre qui nous permettra, on l'espère, de commencer par expérimenter cette requalification sur 3 zones que nous avons shortlistées, mais également de massifier cette requalification, donc à travers la possibilité pour nous de prendre des maîtrises d'œuvre à travers un accord cadre à bon de commande pour travailler sur un nombre de sites assez important avec des modalités financières qui doivent encore être définies. Aujourd'hui, on est en train actuellement de creuser cette question. Donc l'objectif pour cette action du PLAE, ça va être vraiment de requalifier au sens lourd. On n'est pas uniquement sur une requalification qui va porter uniquement sur les espaces publics. Et dans la stratégie, il y a l'idée d'aller chercher des projets de requalification qui présentent un fort potentiel de densification. Donc l'existence de gisements fonciers fait partie des critères qui peuvent nous amener, nous, Lorient Agglomération, à cibler une zone pour pratiquer un projet de requalification. Le but du jeu étant là aussi d'avoir des gains de constructibilité à travers l'action publique pour, encore une fois, continuer à densifier en essayant de bénéficier au maximum d'infrastructures préexistantes, même si elles doivent être mises à jour ponctuellement. Donc pour les moyens identifiés dans le PLAE, on a notamment mené des diagnostics techniques qui visent à mieux comprendre l'état existant, la vie du parc, mais aussi les attentes des usagers, ce qui pose évidemment des questions importantes en termes de gouvernance de projet, puisque aujourd'hui, sur les parcs d'activité, on peut dire qu'environ 60 à 80% des espaces sont d'ores et déjà privatifs, puisqu'ils ont été commercialisés. Donc ça limite évidemment le champ d'intervention si on ne travaille pas avec les entreprises. Nous envisageons également un plan guide de requalification, avec pourquoi pas des traductions sous forme d'OAP sectorielles dans les PLU des différentes communes. L'accord cadre, j'en ai parlé. Donc, c'est un dispositif assez important sur lequel on pourra bien sûr partager avec d'autres collectivités si elles le souhaitent. Et nous avons, je le disais, une réflexion de fond sur les modalités de financement de ces projets qui sont globalement peu évidentes.
Les équations de financement de projet sont aujourd'hui plutôt toujours orientées sur des modèles extensifs dans lesquels les recettes de cession financent les infrastructures avec un portage par la collectivité. Donc là, il y a tout un tas d'outils qu'on est en train d'approfondir, notamment le projet urbain partenarial, la possibilité de secteurs de taxes d'aménagement majorés, ainsi qu'une PPI spécifique dédiée au projet de requalification. Donc la requalification, pour l'illustration, c'est pas seulement refaire la route, c'est aussi retravailler les fonctions, notamment écologiques des zones, avec la volonté de végétaliser, de pourquoi pas mieux traiter les eaux pluviales et d'insérer des objectifs de qualité qui font que cette attractivité des parcs est retrouvée, parce qu'un parc d'activités attractives, c'est aussi un parc d'activités qui est plus simple à densifier, dans le sens où les entreprises souhaitent venir s'y installer. Donc c'est important de considérer cette requalification sous différents angles et à travers différents critères. Donc ensuite, on a un objectif également je dirais plutôt d'expérimentation à ce stade du bail à construction. Donc dans les constats, on peut observer que localement, Acta et Quimperléco ont généralisé cet outil sur leurs nouvelles opérations d'aménagement. Donc nous, au niveau de l'agglo de Lorient, on n'est pas franchement aujourd'hui dans une logique de systématisation du bail à construction. On souhaite néanmoins pouvoir l'expérimenter dans les prochains mois, les prochaines années, notamment sur des grands projets d'extension comme la zone de Carpon à Caudan, le parc de Soie à Pleumeur ou encore le parc de la Villeneuve à Hennebont. C'est vrai qu'on considère qu'il y a peut-être un enjeu important à pratiquer cet outil, en tout cas à l'expérimenter sur les dernières extensions économiques, considérant qu'on doit aussi conserver un certain attrait dans les zones existantes et sur les projets de requalification et de densification. Le bail à construction étant un outil qui n'est pas forcément toujours plébiscité par les entreprises, même s'il peut l'être pour une catégorie d'entre elles, notamment des entreprises de plan national, qui sont parfois assez peu finalement attachées à la propriété des terrains sur lesquels elles s'implantent. Donc on travaille actuellement sur les conditions financières de ces bails, sur également donc, leurs modalités, la durée, les systèmes de loyer, canons, etc. Donc on envisage également de recourir à des sociétés d'économie mixte pour produire, acquérir et vendre ou louer des locaux à vocation économique, donc hors bail, avec des systèmes plutôt de baux amphithéotiques, donc qui sont quand même globalement et juridiquement des outils assez proches. Une autre action du programme local d'aménagement économique, elle concerne l'idée d'avoir la bonne activité au bon endroit sur le territoire, avec notamment une réflexion sur qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas ou plus difficilement en termes d'implantation sur les parcs d'activité économique. Alors, l'activité productive, on va considérer que c'est l'activité primaire, secondaire, le commerce de gros ainsi que la logistique globalement. On souhaite, à travers cette action, prioriser donc, ces activités sur nos parcs d'activités en extension. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement incompatibles de par leur nuisance avec l'habitat. Donc c'est un peu plus difficile parfois de les insérer dans le diffus ou en marge des activités résidentielles. Par ailleurs, donc, cette action, elle vise aussi à, pourquoi pas, réintégrer le petit artisanat, ainsi que d'autres activités économiques qui, pour le coup, sont peu génératrices de nuisances, dans le tissu urbain et dans les centralités. Donc là, on est plutôt dans la logique de la ville du quart d'heure, où tout ce qu'on peut mettre au plus près et doit être favorisé. Après, il y a également donc, un sujet sur cette action qui porte sur la place des commerces dans les parcs d'activités économiques, mais aussi des loisirs, avec la volonté au-delà de ce que prévoit le DAC, de ne pas forcément tout interdire, et de permettre un certain nombre de services dans les parcs, dans la mesure où cela correspond à des activités à leur échelle, et par exemple pour les salariés de la zone qui peuvent aussi évidemment trouver un intérêt à en bénéficier sur la pause du midi ou sur les déplacements à domicile-travail. Donc là, il y a tout un tas de moyens qui sont envisagés, notamment les adaptations de PLU, avec un travail fin
à faire sur les destinations et sous-destinations, les OAP sectorielles qui peuvent être intéressantes pour la souplesse qu'elles peuvent apporter dans les PLU et la structure aussi qu'elles peuvent apporter sur les règles et les projets de requalification en particulier, ainsi que l'adaptation, pourquoi pas, des cahiers des charges de cession de terrain sur les opérations nouvelles plutôt en extension. L'action suivante, elle va concerner la verticalisation des locaux économiques. Alors là, je vais être assez rapide pour vous dire que l'Agglo de Lorient a mis en place, à l'attention des entreprises, un accord cadre avec une prestation qui est payée par Lorient Agglomération pour les entreprises, donc pour un certain nombre de cas, et qui vise à accompagner leur développement sur 2 volets. Donc le premier concerne la verticalisation des programmes de construction. Donc là, en fait, le prestataire prend le programme de construction et propose à l'entreprise des moyens d'optimiser son projet pour qu'il soit plus vertical. Et le deuxième lot, il est plutôt attribué à la question des process industriels, de logistique et de stockage. Donc on est vraiment sur la partie ingénierie. Et il doit permettre notamment d'avoir une approche critique de ces chaînes de production pour les industriels, ou en tout cas un regard extérieur pour leur donner à réfléchir sur comment est-ce qu'on fait aussi bien, parfois sans surcoût, mais en consommant moins de foncier, ce qui nous intéresse nous, évidemment, puisque le but du jeu est encore une fois maintenant de densifier. Donc ça, c'est une petite illustration pour expliquer cette verticalisation avec parfois des problématiques de coût, évidemment, de structure, des problématiques architecturales. Donc cet accompagnement, il a été expérimenté 4 fois par Lorient Agglomération pour le moment. Et il n'a pas été concrétisé pour le moment. On a un dossier en cours qui semble être en bonne voie. Mais voilà, aujourd'hui, on est vraiment sur une démarche plutôt expérimentale, avec en tout cas un niveau de satisfaction plutôt important de la part des entreprises qui ont pu en bénéficier. Le PLAE intègre également une action qui porte sur l'adaptation des règlements d'urbanisme qui sont aujourd'hui pour le territoire de Lorient Agglo plutôt hétérogènes, parce qu'on n'est pas encore en PLUI. Donc on a identifié tout un tas de règles qui aujourd'hui peuvent être assouplies sans forcément apporter préjudice aux qualités par ailleurs environnementales ou paysagères des parcs d'activités économiques. On envisage notamment sur un certain nombre de PLU de supprimer les coefficients d'emprise au sol, les limitations de hauteur maximale dans certains cas, les règles d'implantation des nouvelles constructions donc par rapport aux constructions existantes, mais aussi par rapport aux limites parcellaires. Là, on est vraiment sur un sujet qui est connecté à celui du BINBI. On envisage donc pour contrebalancer la perte de ces outils dans les PLU, l'instauration de coefficients de biotope, pourquoi pas, ou d'outils un peu plus qualitatifs qui permettent notamment de travailler des qualités environnementales sans rentrer dans des logiques parfois un peu quantitatives ou numéraires des PLU. Donc, nous avons également commencé à travailler sur la réduction, voire la suppression des marges Barnier, la modulation des exigences de places de stationnement qui sont souvent un facteur limitant dans les projets d'implantation. Et nous nous intéressons également à la question des OAP de densité qui peuvent permettre d'assurer une densité minimale sur un certain nombre de zones économiques. Donc voici la petite illustration pour expliquer que notamment les marges Barnier, c'est assez intéressant. Ça permet de pourquoi pas libérer du potentiel qui n'est pas forcément un potentiel directement exploitable en tant que tel, mais qui, agrégé à d'autres situations de foncier sous-optimisé, peut permettre de sortir des bâtiments. Et donc la marge Barnier, puisqu'elle est établie le long d'un axe de transport avec en particulier plutôt un effet vitrine de la zone d'activité, sa suppression peut être évidemment l'occasion de retravailler cette image de la zone et d'avoir au maximum une qualité architecturale, une cohérence d'ensemble pour là aussi montrer un visage un peu plus qualitatif des zones. Donc nous avons sur ce point supprimé 2 marges Barnier importantes sur 2 parcs d'activités communautaires
avec des potentiels fonciers assez importants qui font actuellement l'objet d'études pour la construction de ce type de vitrines ou de bâtiments vitrines linéaires. Une autre action du PLAE va concerner la favorisation de concepts bâtimentaires compacts. Alors, j'ai noté que dans la suite du webinaire, on avait un zoom sur les cités artisanales notamment, donc c'est vraiment intéressant. Nous, sur Lorient Agglomération, on considère que c'est vraiment un très bon concept. J'ai envie de dire que les parcs d'activités ou les lotissements artisanaux, entre guillemets, classiques, on a tendance à finalement ne plus en programmer pour opter pour des cités artisanales, en passant notamment par des appels à manifestation d'intérêt et en confiant la réalisation de ces cités artisanales à des opérateurs qui, en tout cas localement, ont pu déjà faire leurs preuves sur les qualités des projets et sur leur adéquation aussi avec les demandes, notamment d'artisans, en termes de qualité des locaux et de fonctionnalité. Donc, on essaye à travers le PLAE de poser cet objectif qui pourra là aussi faire l'objet d'une traduction à travers des OAP sectorielles dans les PLU, qui peut également être guidé par les cahiers des charges de cession de terrain. Et donc, je le disais, un outil très intéressant, en tout cas qu'on a pu éprouver côté Aglo, c'est l'utilisation d'appels à manifestation d'intérêt qui permettent de sélectionner sur la base de différents critères, donc financiers, qualitatifs, un opérateur pour mener un projet de ce type. Donc, dans le même acabit, on a un sujet qui porte sur la promotion des architectures dites évolutives et partagées. Alors d'ailleurs, ce n'est pas seulement les architectures, ça peut aussi être le foncier, puisqu'on observe que de par sa raréfaction, on a de plus en plus de mutualisation de ce type de sites de stockage, avec des sites de BIMBY qui ne sont pas encore mûrs pour de la construction, mais qui, en attendant, vont être utilisés pour du stockage ou pour du stationnement également parfois. Donc cet objectif, il va essayer de travailler la question du parcours résidentiel de l'entreprise avec des questionnements sur comment est-ce que l'architecture, comment est-ce que la conception bâtimentaire peut venir s'adapter pour répondre aux enjeux qui évoluent également dans le cadre du développement d'une entreprise. Donc ça va parler notamment de structures modulables qui ne sont pas forcément toujours plébiscitées. En tout cas, par le passé, on a pu observer des problèmes ou une certaine réticence par rapport à ce qu'on peut appeler les systèmes de modules. Et aujourd'hui, il existe de nouvelles solutions qui sans qu'elles aient forcément fait leurs preuves, peuvent être intéressantes. Nous souhaitons également travailler sur l'accompagnement des entreprises avec l'idée qu'elles n'ont peut-être pas toujours besoin de changer de site pour évoluer, mais que là aussi, il y a un travail qui peut être fait sur les locaux, qu'il s'agisse de l'architecture, de la verticalisation ou globalement de la distribution des espaces extérieurs. Donc là, on est aussi plutôt dans l'aide à l'ingénierie, avec l'idée de sensibiliser massivement, avec notamment à travers les programmes d'animation des parcs d'activité économique, et sans doute également des communications spécifiques qui seront faites par l'AGLO. Nous envisageons également une offre architecte conseil durant les permanences de la maison de l'entreprise de Lorient Agglomération. Enfin, donc le PLAE intègre dans sa dernière partie un volet référentiel qualité qui va concerner 26 leviers pour mettre en œuvre les transitions sociales, environnementales, que nous avons intégré à un livre blanc qui est plutôt à vocation des entreprises, mais également de tous les acteurs économiques au sens large, et qui offre, nous l'espérons, des pistes vraiment opérationnelles pour mettre en œuvre de manière différente des projets de qualité qui ont un apport sur ces objectifs, qui vont concrètement parler de la gestion durable de l'eau et des sols, de la préservation de la biodiversité et des espaces naturels, y compris dans les parcs d'activité économique. Je pense qu'avec des journées comme celle d'aujourd'hui, on entend parfaitement que la trame verte est importante, ainsi que la trame bleue, y compris dans les tissus économiques. Et pourquoi pas pour bénéficier ou lutter contre les îlots de chaleur. Nous souhaitons, à travers ce référentiel, promouvoir les matériaux biosourcés, ainsi que le réemploi dans la construction,
avec une logique d'économie circulaire et de préservation de la ressource. Nous souhaitons également trouver des rapports gagnant-gagnant avec les entreprises pour développer la sobriété énergétique ainsi que les boucles d'autoconsommation d'énergie propre sur les parcs d'activité économique. Nous avons tout un volet qui va concerner les mobilités et l'accessibilité, avec notamment à travers les programmes de requalification, l'idée de mailler de manière très fine les parcs d'activité et de les rendre beaucoup plus poreux avec les zones résidentielles voisines, mais également de développer les plans de mobilité interentreprises. Donc, nous sommes en train de l'expérimenter avec notre service de mobilité sur une zone actuellement assez importante sur Kévin. Nous souhaitons également, à travers ce référentiel, parler de la qualité de vie et de l'inclusion, que ce soit dans les marchés publics de conception des travaux de requalification, mais également, pourquoi pas, à l'échelle des parcs d'activité avec une gouvernance élargie qui intégrerait les entreprises. Et globalement, donc une dernière entrée qui concerne la résilience et l'adaptation aux risques, notamment de surchauffe, qui devient pour les industriels et pour les entreprises aujourd'hui un risque important, avec une incidence qui peut être évidemment forte pour elles sur le plan notamment économique. Donc là, le propos il est très succinct, mais le PLAE décline pour les différentes entrées que vous avez à l'écran, tout un tas d'actions sur lesquelles nous allons consulter en cours d'année 2026 pour approfondir et pour aussi créer du lien à travers notre programme d'animation avec les entreprises qui doivent évidemment, nous l'espérons, être partie prenante de sa définition plus fine dans les prochains mois, les prochaines années. Voilà, et je voulais vous dire que donc moi, le programme d'aménagement économique de Lorient Agglomération a été un projet de support d'une formation que j'ai menée à l'INSET d'Angers et qui s'appelle donc le cycle Management de la transition écologique et sociale. Donc un cycle qui se déroule en plusieurs modules sur environ 1 an et demi, plutôt en présentiel, donc sur Angers, à l'INSET. Et c'est une formation qui est un peu récente et qui est vraiment extrêmement intéressante avec de nombreux intervenants. Donc c'est des groupes étudiants d'une dizaine de personnes qui permettent d'approfondir des thématiques, qu'elles soient plutôt générales ou particulières selon les besoins, et qui m'a permis, moi, de levier pour produire ce programme local d'aménagement économique qui a été rédigé en régie, donc avec mon équipe, la mission parc d'activité économique, mais également de nombreux services de l'agglo, ainsi que des consultations externes, parmi lesquelles on fait partie notamment le PFR et le CEREMA. Voilà, donc moi j'ai terminé pour cette présentation, donc place aux échanges en effet. Merci beaucoup, Monsieur Lebert. Entre-temps, Monsieur Meunier, donc conseiller délégué politique foncière à Lorient Agglomération, nous a rejoint. Donc, avant de passer aux questions que je vais pouvoir relayer, qui sont nombreuses dans la conversation, je vais j'invite Monsieur Meunier à nous évoquer depuis sa place d'élu les enjeux en fait de ce programme. Je vous laisse la parole, Monsieur Meunier. Vous m'entendez? Très bien, c'est parfait. Alors, en tant que nouvel élu, puisque je suis maire de ma commune et conseiller délégué, notamment en charge de la politique foncière à Lorient Agglo depuis les dernières élections municipales de mars, mais d'emblée vous dire que sur les enjeux de ce programme local d'aménagement économique dont Jérôme Lebert a présenté les différentes actions et l'architecture globale, on est sur j'allais dire, s'il y avait deux choses à retenir sur un document, ça a été dit, qui est un document stratégique global. Un document stratégique global dans le sens où il a fait suite à un schéma directeur des PAE qui était actualisé, qui était devenu obsolète, et c'est un document qui a été porté et voté en conseil communautaire en février 2026. Et c'est une stratégie globale dans le sens où elle s'articule avec toute une série d'autres documents stratégiques, comme le SCOT, mais aussi comme les PLU, et puis demain,
un PLU intercommunautaire sur lequel on est en train de débattre au sein de l'agglomération. Et c'est une stratégie globale qui embrasse aussi les grandes orientations de la politique d'aménagement économique de Lorient Agglo, notamment le développement des filières économiques d'avenir. Hein. On a notamment sur l'Orient Agglo différentes filières économiques, mais on peut parler des filières économiques autour de la mer ou autour du secteur de la défense, hein, qui sont des secteurs économiques importants pour notre territoire. C'est un document stratégique global qui s'inscrit aussi dans les objectifs de création, enfin de maintien et de création d'emplois sur l'Orient agglomération. Et puis enfin, c'est une stratégie globale aussi qui est tout à fait cohérente avec les démarches d'innovation qu'on peut porter sur les différentes politiques publiques qui sont soutenues et définies par l'agglomération. Donc ça, c'est le premier point, moi, sur lequel je voulais vraiment insister, la stratégie globale de ce programme local d'aménagement économique. Et puis le deuxième élément sur lequel je voulais revenir en tant qu'élu, c'est un document qui s'inscrit sur la durée. C'est un document qui a été délibéré et qui porte donc sur la période 2026-2032, parce que bien entendu, même si ce document il n'est pas gravé dans le marbre, mais il va être aménagé, adapté, ce sont des stratégies qui doivent s'inscrire dans la durée, parce que bien entendu, ces politiques de développement économique, d'innovation, de création d'emplois, d'aménagement économique dans un contexte global, ça doit s'inscrire dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est un document qui doit être porté par les élus et qui doit s'inscrire au moins sur une durée minimale d'un mandat, voire plus. Voilà, moi en deux mots, pour pas prendre plus de temps, voilà un petit peu en synthèse les deux messages que je voulais porter lors de cette présentation en tant qu'élu communautaire. Merci beaucoup, Monsieur Meunier. Donc, nous allons passer à présent au second témoignage, donc qui est une intervention à plusieurs voix pour nous présenter la démarche expérimentale régionale de restructuration des fonciers d'activité et l'outil qui accompagne ces actions. Et pour cela, donc, je laisse place à Bertrand Leroux, qui est directeur de projet stratégie foncière au CEREMA. Bonjour. Alors, Antoine Morin l'a introduit, donc je vais vous présenter les résultats d'une démarche expérimentale qu'on a conduite sur la restructuration des zones d'activité économique qui était conduite en Bretagne. Alors, c'est une expérimentation de 2 ans. On avait démarré en janvier 2024. Ça a été conduit à l'initiative de l'EPF Bretagne et porté conjointement par l'EPF Bretagne et le CEREMA avec tout un pool d'expérimentateurs et de partenaires. Alors, la démarche s'est structurée autour d'une feuille de route ambitieuse, donc on avait plusieurs axes. Alors, j'aurai pas le temps de détailler l'ensemble des éléments, mais on vous donnera l'ensemble des ressources. C'est un peu l'objet de cette présentation, c'est vous donner à voir un peu tout ce qui a été travaillé, et là où on vous mettra à disposition l'ensemble des éléments. Les 4 axes ont guidé l'ensemble du travail. On avait 4 PCI pilotes bretonnes. Auray-Quiberon Terre Atlantique, Dinan Agglomération, le Pays de Landivisio et Rennes Métropole. Et puis, comme vous pouvez le voir à l'écran, plein de partenaires régionaux que je ne vais pas citer de peur d'en oublier un. Donc, je vous laisse regarder l'ensemble des logos. Alors, avant d'entrer dans le fond, un mot sur la nature et la forme de la restitution. Alors, le constat quand on a travaillé le sujet, c'est qu'on est sur un sujet complexe, hein, qui est peut-être moins balisé que d'autres comparé au logement. On a moins de maîtrise sur l'ensemble de la chaîne. Donc l'idée, c'est plutôt de créer les conditions de transformation plutôt que de tout réguler. Donc vous verrez qu'on est un peu dans la nuance, dans la recherche d'outils qu'on expérimente. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir épuisé le sujet, hein, que ce soit clair, encore moins d'avoir répondu à toutes les questions qui se posaient. On propose des clés de lecture, on n'a pas de baguette magique, on propose des éléments de boîte à outils, mais il faut vraiment le voir comme une première contribution issue de 2 ans d'expérimentation. Alors, on a eu la chance d'entendre quelques pionniers au niveau national, mais surtout des réflexions en train de se faire.
un cheminement dans l'évolution de la manière de faire du développement économique et de gérer le foncier d'activité, et clairement avec des questions qui avaient une résonance d'un territoire à l'autre qui étaient souvent les mêmes, et qui sont notamment des questions qu'on vient de voir évoquées avec Lorient Agglomération. Donc, par certains aspects et constats, j'irai assez vite. Donc les expérimentations locales se poursuivent, hein. On est sur le temps de l'aménagement, donc on n'est pas sur des durées de 2 ans. Donc ce qu'on a produit, on l'envisage avec l'EPF comme une matière vivante, amenée à être retravaillée et complétée. Donc on a souhaité rendre accessible l'ensemble des éléments, donc la feuille de route, les questionnements, les éclairages, les ordres du jour, les productions. Et alors on va rendre le tout accessible sur le site du CEREMA et sur le site de l'EPF. Donc ça, alors on n'a pas réussi à le faire pour aujourd'hui, mais d'ici la fin de la semaine et début de semaine prochaine, vous pourrez aller vous rendre sur le site du CEREMA et sur le site de l'EPF et vous trouverez l'ensemble des éléments que je vais vous présenter. Alors sur le site du CEREMA, vous trouvez déjà les 2/3 des informations, mais le troisième, qui est le plus conséquent sur les aspects ressources, viendra un peu plus tard. Alors, vous retrouverez sur le site, comme je vous le disais, les enjeux et constats partagés, la démarche et les expérimentations en cours, et puis surtout, ce qu'on a voulu être des ressources, des démarches et des outils qui ont été approfondis sur ces sujets-là, qui sont autant, ce qu'on espère, d'aide à la mise en œuvre opérationnelle de restructuration de foncier d'activité. Alors pourquoi ce sujet? Je ne vais pas revenir, hein, parce que ça a été déjà dit en introduction, et puis comme je vous le disais, les constats qui sont faits par Lorient Agglomération sont des constats qui sont assez généralisés, hein, à l'échelle bretonne, mais aussi à l'échelle nationale. Alors si vous ne le connaissez pas, le CEREMA a contribué à un baromètre du foncier économique qui est récent, qui montre que clairement, il y a des sujets qui travaillent un peu tout le monde. Alors la sobriété foncière est rentrée dans les esprits, hein, elle s'impose, les réserves foncières diminuent, les marges de manœuvre des collectivités se réduisent, notamment sous l'angle de la baisse de commercialisation de l'eau à bâtir, comme ça a été dit. Alors, parfois, on dit on manque de foncier. Alors, on manque d'un type de foncier, celui dont on avait l'habitude de pratiquer. Aujourd'hui, on va plutôt délaisser les questions des extensions et se tourner vers les ZAE existantes pour intensifier l'usage économique. Ça a été dit aussi précédemment, travailler les ZAE existantes, c'est s'attaquer aussi au morcellement de la propriété, hein, avec des zones qui sont à 60-90% sur du foncier privé. Il y a des problématiques d'équation économique dans le renouvellement de ces zones. Il y a des logiques de spécialisation qui sont essentielles. Alors, essentielles parce qu'il n'y a pas de possibilité de cohabitation avec l'habitat, mais aussi parce qu'on peut avoir des effets de concurrence pour accéder à un foncier maîtrisé et évincer certaines activités. Donc la spécialisation activité productive est un sujet en soi. On a aussi observé qu'à l'échelle de la Bretagne, la tension sur le marché d'activité était à peu près la même que celle de la carte de la tension résidentielle. Bon, bref, un constat qu'on ne peut plus faire comme avant. Et face à ces constats, il y a plusieurs partis pris qui reviennent assez régulièrement parmi les collectivités. D'abord, la nécessité de sanctuariser les espaces productifs. Donc on a une friche, plutôt que de se poser la question de basculer vers du logement, si ça a été en vocation économique, on essaye de maintenir cette vocation. Ne pas opposer extension et renouvellement urbain, mais plutôt les articuler. Ne pas se dire que les extensions, c'est l'ancien modèle et le renouvellement, c'est le nouveau modèle, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut avoir des combinaisons pour créer des opportunités de transformation. Mais surtout, ce qui travaille l'ensemble des collectivités qu'on a rencontrées, c'est un changement de posture. Moins valorisé et commercialisé, mais davantage, on va moins chercher à être attractif que d'être exigeant en matière d'optimisation foncière, de qui accueille-t-on, comment, pourquoi, avec quelle synergie par rapport à l'existant. Et le sujet qui est le sujet clé et peut-être le plus compliqué, c'est comment est-ce qu'on déplace le sujet du foncier seul vers l'immobilier. Donc beaucoup de collectivités investissent non plus seulement la commercialisation, mais la question des bourses de locaux, le suivi des reventes, la mise en relation, la facilitation de la réhabilitation, la fluidification du parc existant. Et enfin, ça a déjà été dit, mais l'autre question clé sur ces sujets de restructuration, c'est comment impliquer les occupants actuels comme étant partie prenante de l'évolution de leur zone. Donc c'est des questions de sensibilisation, d'optimisation individuelle, mais aussi de travail collectif. Et sur lequel la collectivité a des rôles un peu clés à jouer dans l'évolution de ces zones. Un sujet aussi qui rejoint aussi celui de la question des villages d'entreprise, la question du coût, la question de la rareté, c'est par rapport au parcours de vie des entreprises, c'est questionner le coût d'accès pour les entreprises qui sont en début de parcours.
Comment est-ce qu'on crée une égalité d'accès à l'immobilier, à l'installation sur un territoire pour des jeunes entreprises dans un contexte qui se tend. Alors, pour étayer ces constats, je ne vais pas le présenter, mais il y a eu différents focus et éclairages. On a fait notamment des analyses de marché foncier, à la fois sur l'immobilier d'activité à l'échelle de toute la Bretagne et sur le foncier à l'échelle des 4 PCI. Donc tous ces travaux-là, vous pourrez les consulter. Sur la question de la sensibilisation des entreprises, la CCI Bretagne aussi avait conduit en 2023 un questionnaire auprès des entreprises qui montrait la nécessité de travailler la sensibilisation à l'époque, qui est restée encore insuffisante. Sur le site, vous trouverez aussi un lien pour les collectivités bretonnes qui permet de voir l'ensemble des mutations de 2010 à 2023 qui sont segmentées par année et qui permettent d'avoir une analyse un peu fine des ventes de locaux d'activité sur les périodes passées. Nous avons également produit un état des lieux des initiatives engagées par les territoires d'expérimentation. Donc ça, je n'aurai pas l'occasion de revenir. Mais par exemple, je vous invite à consulter le replay de Les Territoires Innovent de 8 octobre 2024, où on avait déjà 2 de ces collectivités qui présentaient les travaux qu'ils avaient pu mener. Donc, au-delà de cette question un peu des éléments de constat qui avaient été faits, vous trouverez aussi des retours d'expérience organisés en 4 volets. Donc, les collectivités d'expérimentation, les expérimentations engagées avec l'EPF, les initiatives des partenaires, et puis des exemples nationaux inspirants. Alors, je vais vous en donner quelques exemples pour vous donner envie d'aller voir ces ressources. Donc, quelques exemples de ce qui a pu être testé localement et de ce que vous trouverez sur le site des 4 territoires. Donc, par exemple, Dinan Agglomération, ils ont formalisé aussi une stratégie d'aménagement économique articulée autour des axes qui sont assez similaires à ce qu'on a entendu par l'Orient Agglomération. Donc, je vous inviterai à consulter ce document qui est très, très bien fait. Et il y a eu aussi un travail qui a consisté, dans le temps de l'expérimentation, à travailler sur des prises d'opportunités foncières, notamment par de la préemption, notamment pour faire levier dans des transformations de zones, et avec aussi des ateliers d'étudiants pour évaluer, imaginer des scénarios d'aménagement. Le tout dans un objectif d'expérimenter un village d'entreprise en bail à construction. Donc on voit un peu comment différents niveaux d'intervention, que ce soit du niveau stratégique au niveau opérationnel, permettent sur des actions très concrètes d'essayer de refaire projet pour accompagner la transformation de ces zones. Deuxième territoire, le pays de l'Andivisio. Alors là, je vous invite à aller regarder le travail qu'ils ont conduit, qui est extrêmement fin, sur une enquête approfondie auprès des entreprises de la zone du Verne, qui a permis de mieux connaître les dynamiques et les projets immobiliers. Et cette connaissance, elle a permis de bien serrer les endroits où il y avait levier et capacité d'intervention. Et pour accompagner tout ça, on a l'EPF a engagé une étude préopérationnelle qui est en cours avec la Banque des Territoires, de façon à pouvoir travailler ces éléments-là. Autre élément qui est assez travaillé aussi sur le pays de l'Andivisio, c'est tout ce qui est bourses aux locaux et instauration de droits de préemption. Rennes Métropole, alors ils ont aussi constitué un PLAE, ils étaient précurseurs, donc je vous inviterai à le consulter aussi. Et surtout, dans le temps de l'expérimentation, ils ont fait un travail extrêmement poussé, qui n'est pas donné à tous les territoires, mais qui permet d'articuler études urbaines et accompagnement des entreprises, avec plusieurs scénarios d'optimisation. Et ils ont tiré les enseignements de ce travail extrêmement poussé pour voir comment est-ce qu'avec des diagnostics flash, ils avaient la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Et donc, on vous a mis aussi le marché qui vous permet de voir comment est-ce que d'une expérimentation hyper approfondie, on essaye un peu de monter à l'échelle pour accompagner ces transformations de zone. Je vous invite aussi à regarder Auré, Quiberon, Terre Atlantique, qui sont pionniers en Bretagne, comme ça a été dit, sur la généralisation du bail à construction. Et l'avantage du travail qui est relaté, c'est qu'on voit que la question de la généralisation de ces dispositifs, elle n'est pas seulement juridique, c'est pas seulement une affaire de volonté politique, c'est aussi tout un travail de sensibilisation, d'explicitation, de lever les malentendus, d'être à l'écoute et de faire de la pédagogie auprès des entreprises et de tout l'écosystème. Donc ça, si vous envisagez de l'expérimenter ou de le généraliser, ce travail-là, il est assez éloquent dans la manière dont il faut accompagner un territoire dans ces nouveaux dispositifs qui sont en rupture avec la propriété classique. On prévoit aussi une rubrique initiative des partenaires. Donc vous trouverez aussi ce que fait l'EPF, la Banque des Territoires et le Réseau des développeurs économiques bretons. Vous trouverez aussi la restitution d'exemples nationaux inspirants, des missions de conseil sur les permis de construire, des AMI, développement d'entreprise,
Et quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est la communauté de communes Luis en Béarn, qui a un recul de plusieurs dizaines d'années sur la dissociation et les baux à construction, et qui aujourd'hui donne à voir qu'est-ce qui se passe à la fin d'un bail. Parce qu'aujourd'hui, mettre en place les baux à construction, c'est se poser la question de la connaissance du dispositif, mais aussi de la fin du dispositif quand il n'y a plus la propriété, et comment est-ce qu'on renouvelle le partenariat avec les entreprises à cette occasion. Qui est une des questions clés à se poser quand on initie ce type de dispositif. Quelques exemples d'entreprises porteurs d'immobilier partie prenante de l'optimisation foncière. Sur la verticalisation de locaux, on a le retour d'une entreprise qui montre comment peut faire la verticalisation sans surcoût, pour autant que ce soit prévu dès la phase de conception. Alors, on aurait aimé aller plus loin sur ces sujets-là, sur la question de dosification, d'optimisation, de mutualisation. Malheureusement, on a du mal à retrouver des retours d'expérience probants, donc n'hésitez pas à nous alimenter, c'est des sujets qu'on va continuer à travailler. Mais c'est vrai qu'on voit que verticalisation, densification, c'est des éléments qui sont clés à la conception, mais plus difficilement en évolution de site. Donc n'hésitez pas, si vous avez des exemples vertueux, à nous faire connaître, à nous les transmettre. Alors, très rapidement, sur les enseignements et la boîte à outils. Un premier élément sur des éléments de méthode, sur les axes d'intervention et les outils. Alors, il y a plusieurs axes d'intervention qu'on a vu découler dans les politiques de restructuration. C'est intensifier les sites économiques, donc c'est tout ce qui est densification, mutualisation, optimisation. Maintenir la vocation économique, et on n'en a pas encore tellement parlé aujourd'hui, mais c'est prioriser l'accueil des entreprises selon leur plus-value pour le territoire, c'est-à-dire donner la capacité à certaines entreprises d'être installées dans le tissu existant, en complément de la restructuration des zones d'activité économique. On a souhaité aussi poser quelques jalons de la manière de structurer la connaissance et l'intervention pour accompagner la restructuration et l'optimisation foncière des zones d'activité productive. Donc ça, c'est ce que mes collègues vont vous présenter. C'est un document qu'on a qualifié de le référentiel foncier et immobilier pour accompagner la restructuration. Dans la boîte à outils, alors je vais aller très vite, sur la boîte à outils, on a voulu mettre le zoom sur des outils qui doivent être adoptés ou être appropriés plus spécifiquement sur le sujet de l'activité économique. Donc on a fait un gros travail d'analyse de PLU pour regarder comment est-ce que les PLU et les PLUI encadraient l'optimisation foncière en zone d'activité économique. L'EPF a pour sa part analysé la manière dont le droit de préemption urbain pouvait être appliqué aux zones d'activité économique et produit une analyse et des conseils pour sécuriser ces interventions. Parce qu'on est sur un outil puissant, mais à condition d'avoir anticipé la délégation et la motivation. Et toujours sur cette question de la dissociation, qui travaille beaucoup de collectivités, il y a un travail qui est super intéressant, qui a été produit par le réseau des CCI avec CCI France, où ils ont produit un document d'explication à destination des entreprises. Donc c'est vu sous l'angle de l'entreprise pour montrer les avantages, les inconvénients, lever les malentendus, et ce qui est complémentaire de tous les travaux que vous pouvez trouver, qui sont des initiatives de collectivités locales. On vous a remis des ressources. Alors ça peut paraître prétentieux, mais il me semble quand même que les meilleurs sites de référence aujourd'hui sur les outils d'aménagement, c'est un travail qui est mené par le CEREMAC, c'est les outils d'aménagement. Et le deuxième, il se trouve que c'est celui de l'EPF Bretagne, sur la boîte à outils des outils réglementaires, et toujours avec une entrée qui est une entrée par objectif, maîtrise foncière, acquisition, gestion, dissociation. Donc c'est des outils généralistes, mais qui vous aident, qui ne sont pas toujours très bien connus, appliqués aux questions d'activité économique. Vous trouverez également sur le site des CCTP, qui sont des exemples de modèles pour des études de renouvellement de zones d'activité, pour des AMI villages d'artisans, pour des missions d'architectes conseils, et donc qui sont autant de ressources pour vous aider à accélérer la mise en place sur votre territoire de ce type d'initiative. Voilà pour tous ces éléments. On vous a mis aussi des éléments de bibliographie, dont un travail qui avait été fait par Bruded, d'anciens des territoires innov. Chaque année, il y a un sujet sur l'activité économique. Alors, ce qu'on a produit, c'est une matière vivante. Donc, l'idée, c'est bien de le faire dialoguer. Je le redis, on n'a pas épuisé le sujet. Les bilans et les évaluations se feront dans quelques temps. L'EPF et le CEREMA, individuellement et conjointement, continueront à investiguer ces sujets et se questionnent sur les prolongements. Donc, on est clairement en veille. On a très hâte que vous vous appropriez tout ce matériau, que vous nous fassiez des retours. Donc, je vous invite à visiter le site, explorer les ressources. Dites-nous comment c'est compris, approprié, utilisé. Dites-nous aussi ce que vous attendiez, ce que vous n'avez pas trouvé, pour qu'on puisse le compléter. Et puis, si vous avez des exemples qui viennent compléter ceux qu'on a produits, n'hésitez pas à faire connaître un peu vos initiatives locales. Et sur ces sujets-là, on y reviendra, mais on saura toujours accompagner les territoires
que ce soit le CEREMA ou le PF, avec nos casquettes et nos positionnements différents. Donc en tout cas, vous aurez nos coordonnées via le support, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Oui, vous aurez les documents sur Louis Sandbéarn sur la question du bail à construction. On vous a vraiment mis l'ensemble du matériau de la réflexion jusqu'aux éléments de production. Et je passe la parole à mes collègues sur la question du référentiel foncier immobilier. Oui, merci. Alors, donc Jean-Christophe Poussin, chargé d'études coordinateur à l'EPF. Donc on va vous présenter un des outils qui a été proposé dans le cadre de cette expérimentation, un outil méthode ressource qui est donc le référentiel foncier immobilier adapté au sujet spécifique de l'optimisation des zones d'activité. Alors d'abord indiquer que ce document, ce n'est pas une méthode clé en main, c'est forcément ça aurait été un peu trop ambitieux de le présenter comme ça, c'est plutôt un peu des principes méthodologiques qui guident une réflexion globale sur ce sujet. C'est pas un guide prescriptif et ça n'a pas non plus vocation à détailler des outils exhaustifs. Donc l'idée, c'est plus de restituer une façon d'intervenir sur ce sujet. Le constat et l'intérêt en fait lié à l'élaboration de ce document est notamment né de l'observation de ce que en général les territoires engagent des réflexions autour de l'identification des gisements dans les espaces d'activité économique existants. Démarches qui sont conduites dans la continuité des obligations liées à la loi climat et résilience. Mais ce que l'on observe, c'est que en fait, ce travail, il s'arrête souvent à l'analyse des cartographiques des gisements et que on estime qu'il y a un enjeu à apporter peut-être des leviers supplémentaires pour dépasser ce simple constat des gisements, pour les remettre dans une perspective de projet. Et également faire le point sur les leviers, les outils que les collectivités peuvent mobiliser pour transformer des intentions d'action en actions opérationnelles. Donc l'idée de la méthode, c'est bien qu'elle oriente l'action, c'est bien qu'elle a une portée opérationnelle souhaitée et qu'elle vise en fait à identifier quelle serait la posture de la collectivité. Donc l'idée, c'est bien qu'on élabore cette méthode au prisme de l'intervention d'une collectivité qui a vocation à organiser le développement économique sur son territoire et pour préfigurer des façons d'intervenir, que ce soit dans l'action opérationnelle concrète avec de l'acquisition, ou que ce soit, comme ça a été dit à plusieurs reprises juste avant, par notamment la régulation, le document d'urbanisme, l'accompagnement des porteurs de projets pour essayer de conduire des opérations en optimisation foncière. Donc l'idée, c'est voilà, la méthode, elle vise à travailler sur ces différents niveaux. L'objectif, c'est que la méthode, elle s'adresse aussi à tout type de territoire, puisque donc on constate que l'ingénierie n'est pas nécessairement la même d'une intercommunalité à l'autre. On a des maturités qui sont un peu différentes. Donc l'objectif, c'est vraiment que la méthode que l'on propose, elle puisse s'adapter au contexte du territoire et des moyens à disposition. Et enfin, pour conclure sur cette diapo, l'objectif, c'est aussi de mettre en avant un peu les points qui nous semblent être fondamentaux pour le succès de ce type de démarche. Premièrement, la question du pilotage. La démarche de référentiel foncier zone d'activité économique a vocation à être pilotée par la puissance publique, la collectivité, mais en interaction étroite dans une logique de partenariat avec l'ensemble des communes, hein, si on réfléchit à une échelle intercommunale, et aussi avec les entreprises qui sont les premières utilisatrices du foncier sur lequel on va travailler. Et puis, partenariat également avec les structures d'accompagnement en ingénierie que peuvent être le PF et le CEREMA, les agences d'urbanisme, les consulaires, un certain nombre d'acteurs qu'il faut être en mesure d'animer pour garantir le succès de ce type de démarche. Un autre mot-clé qui nous semble important de souligner, c'est la question de la transversalité.
L'aménagement économique donc est forcément piloté par les services développement économique à l'échelle des intercommunalités. Mais on voit bien que sur ce sujet de l'évolution des zones, il y a un enjeu prégnant à travailler en interservice, à associer le service aménagement planification. Les questions de mobilité sont déterminantes quand on travaille sur le devenir d'un espèce d'activité économique, au même titre que les sujets de paysage, d'environnement. Les enjeux techniques également. On évoquait tout à l'heure les questions, par exemple, de gestion de l'eau, etc., qui sont déterminantes par rapport à l'optimisation foncière. Donc tous ces sujets incitent à travailler en interservice et à être vraiment dans une démarche globale pour garantir le succès de ce type d'initiative. Et puis une question d'échelle aussi. L'objectif, c'est bien de travailler le sujet à l'échelle d'un parc d'activités dans son ensemble. Et j'ai envie de dire encore mieux si on peut le faire à l'échelle d'un territoire dans sa globalité, en travaillant sur l'ensemble des zones d'activité du territoire pour garantir une cohérence dans les leviers et les outils qui seront mobilisés. Alors la méthode, elle se structure un peu à l'image de la démarche qu'on avait pu conduire il y a quelques années. On avait produit une méthode de référentiel foncier plutôt destinée à la redynamisation des centralités. Donc là, la méthode que l'on propose, elle reprend grosso modo le même schéma, c'est-à-dire un fonctionnement sous forme d'entonnoir, en partant d'une approche d'analyse du contexte global jusqu'à l'identification de l'outil opérationnel à la parcelle ou à l'échelle du projet. Mais avec quand même une adaptation qui est liée à la spécificité du sujet sur lequel on traite. Donc les étapes vont être détaillées dans la suite. Donc je laisserai Manon pour le CMREMA revenir plus en détail. On peut néanmoins lister quand même chacune des étapes de la démarche. L'analyse du contexte, comprendre le contexte dans lequel la démarche s'inscrit, comprendre aussi l'écosystème du territoire et notamment bien prendre en compte les besoins des entreprises. Définir le bon périmètre de travail, donc à l'échelle d'un espace d'activité ou d'un ensemble d'espaces d'activité structurants et qui présentent un certain nombre de potentiels d'évolution. La troisième étape consistant à recenser les gisements, donc identifier les potentiels, que ce soit les potentiels bâtis, non bâtis, les potentiels de mutualisation aussi en travaillant à l'échelle de plusieurs parcelles ou à l'échelle d'unités foncières. Qualifier les gisements, c'est-à-dire en décrire les grandes caractéristiques pour les mettre dans une perspective de projet ensuite, avec la cinquième étape qui est celle de la formalisation d'une esquisse d'aménagement global et d'une priorisation de l'intervention sur les gisements qui auront un effet d'entraînement peut-être sur l'ensemble de l'évolution de la zone. Et puis enfin la dernière étape qui est celle de la détermination des bons outils à activer. Alors on s'est gardé, mais on y reviendra, d'établir une liste exhaustive des outils mobilisables. Je pense que l'idée, c'est plutôt de faire un peu l'état des lieux des postures que la collectivité peut prendre dans le contexte de l'évolution des espèces d'activités économiques, que ce soit par l'intervention active et par le soutien à l'initiative privée et son encadrement, avec cet enjeu de cohérence d'action et de vision globale qui est déterminante pour garantir le succès de ce type de démarche. Je laisse la parole à Manon. Donc, je prends la suite pour détailler rapidement les étapes qui ont été présentées par Jean-Christophe. Et donc, cette première étape là, de compréhension du contexte, nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'intérêt d'avoir une approche pluridisciplinaire. Donc, se dire que l'idée, c'est pas de se limiter juste à l'analyse de la dynamique économique du tissu productif ou des besoins des entreprises, mais plutôt de s'intéresser aussi de façon plus globale au fonctionnement urbain et technique de la zone, des zones, donc l'état des bâtis, les réseaux, les mobilités, etc. Les thématiques qu'on vous propose ici, elles ne sont pas exhaustives. Elles ont vocation à mettre en lumière certaines thématiques qui peuvent parfois paraître un petit peu éloignées du sujet de l'optimisation du foncier d'activité économique, mais où il y a un vrai intérêt à prendre en compte dans la réflexion. Par exemple, on en parlait à plusieurs moments ce matin, l'ingénierie hydraulique, sur certaines zones, elle est vraiment déterminante parce que ça va jouer à la fois sur le dimensionnement des ouvrages, par exemple des bassins d'orage,
mais que d'un autre côté, si on n'a pas une bonne capacité d'infiltration de l'eau dans les sols, on peut se retrouver dans des situations un petit peu bloquées où en fait nos objectifs d'identification, ils sont totalement décorrélés de la réalité et donc non crédibles. Et puis aussi l'exemple de la logique de VRD, parce que dans certains cas, aménager du foncier, ça implique de mieux le desservir. Et donc, un impératif de revoir les circulations. Voilà, donc ça, c'est juste deux petits exemples pour dire que l'approche, elle ne peut pas être limitée à une approche strictement foncière et spatiale des éléments d'évolution de la zone. Pour chacune des thématiques des fiches qu'on vous présente dans ce référentiel, on a souhaité mettre en lumière des exemples inspirants. Et là, on a mis en avant une initiative portée par Dinan Agglomération qui a réalisé une stratégie de développement économique en 2023. Ce qui est intéressant ici, donc, c'est l'approche pluridisciplinaire et d'implication de toute la sphère des acteurs économiques, et donc avec un cycle de sessions de rencontres organisées autour de la thématique des ressources. Et donc, on voit bien que le foncier est une des ressources qui intéressent les entreprises, mais au même titre, en parallèle, d'autres ressources que sont l'eau, les déchets, l'énergie, et puis la ressource RH. Deuxième étape, identifier un périmètre de travail. Ici, là, c'est de se dire comment est-ce qu'on cible efficacement nos efforts, parce qu'on sait qu'on ne peut pas traiter toutes les activités économiques d'un EPCI en même temps. Et donc, comment on définit un périmètre réaliste et pertinent. Nous, ce qu'on propose ici, c'est de s'appuyer sur des faisceaux d'indices, on va dire, et identifier à la fois des zones qui ont un enjeu pour le territoire, par exemple, en fonction, enfin, au regard de leur statut dans l'armature des zones du territoire, des zones qui sont en transformation, hein, ou qui présentent des opportunités d'évolution. L'idée, c'est de se dire que il y a plusieurs éléments qui peuvent faire ressortir des zones comme étant intéressantes à regarder de plus près. Et donc, on peut citer plusieurs approches, hein, que ce soit des approches assez on va dire systémiques, où on regarde un certain nombre d'indicateurs, on passe les zones d'activité économique du territoire au crible de ces indicateurs et ça fait ressortir certaines zones prioritaires à regarder, ou des approches plutôt remontantes, on va dire, avec des informations de terrain qui permettent d'identifier des zones où on voit qu'il y a soit une obsolescence du bâti, des signaux de dévitalisation, de perte d'attractivité, et où là, on juge que du coup, il y a une priorité à intervenir. Voilà, donc cette étape d'identification du périmètre de travail, elle a pour objectif de permettre à la collectivité d'arbitrer et donc de justifier politiquement et techniquement le choix des priorités d'intervention. Deux illustrations assez complémentaires pour donner un peu de corps à ce propos. C'est une première à gauche, là, une étude réalisée par l'Audiard pour le compte de Rennes Métropole et qui a un travail d'analyse des gisements des zones d'activité économique. Et là, donc concrètement, c'est une approche qui a balayé toutes les zones d'activité économique du territoire pour mettre en évidence des secteurs à enjeu avec des potentiels théoriques d'optimisation foncière importants, et donc de permettre de hiérarchiser les sites les plus prometteurs en termes de densification et de renouvellement urbain sur lesquels concentrer l'intervention. Et de l'autre côté, on a l'approche du pays de Landivisiau qui, à l'appui de son schéma de développement économique et de son inventaire, a réalisé une cartographie des espaces en mutation. Voilà. Et en s'appuyant sur les informations de terrain récoltées auprès d'entreprises par un questionnaire donc, qui a été brièvement présenté par Bertrand dans la partie précédente. Et donc là, c'est bien les remontées des entreprises qui ont été complétées d'une analyse du statut d'occupation, présence de délaissés, patrimoine public, etc., et qui ont permis de faire émerger un îlot cohérent de travail à l'échelle d'une zone d'activité économique, en l'occurrence le Verne, et sur lequel la collectivité entend conduire une étude d'évolution spécifique. Une troisième étape assez classique, j'ai envie de dire,
recensement des gisements, hein, qui ont été regroupés ici en 3 grands types, donc les gisements bâtis, droite, hein, les friches, les locaux vacants ou alors sous-occupés, et on regarde les fonciers non bâtis, donc les dents creuses, les potentielles réorganisations foncières, des espaces publics sous-optimisés. Et puis, une troisième catégorie de gisements qui est un peu plus difficile à approcher, mais qui est tout ce qui est le potentiel de mutualisation et de densification. Par exemple, l'optimisation des parkings ou des espaces de stockage et leur mutualisation entre plusieurs entreprises. Là, à ce stade, on veut aussi rappeler que si la méthodologie a pour vocation de réorganiser, d'optimiser le foncier bâti, on ne peut pas occulter le fait qu'il y a des projets ou des zones d'extension qui existent et qu'il est très intéressant à ce stade de les mettre en perspective avec le recensement des gisements, parce que ces projets d'extension peuvent offrir des opportunités de transfert d'activité, et puis en facilitant le déménagement d'une entreprise vers une extension optimisée, on va dire, on peut libérer des sites stratégiques au cœur de la zone existante. Donc voilà, donc ça permet d'ouvrir aussi un processus de négociation et de recyclage foncier dans l'existant. Ici, une petite illustration du travail réalisé par l'Audiard, où ils ont balayé, on va dire, les unités foncières des zones d'activité pour recenser les gisements, s'appuyant sur un certain nombre de critères qui ont été pondérés et qui permettent de faire remonter ce qui fait on va dire un gisement brut. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pourrez vous référer au référentiel pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Et puis, une deuxième approche qui nous paraissait intéressante de mettre en avant, qui a été menée par le Bureau d'études Concorde, missionné par Rennes Métropole, pour réaliser une étude urbaine sur la zone d'activité d'huile à Noyelles-Châtillon-sur-Seiche. Et là, ils ont analysé les potentiels de densification en mitoyenneté des bâtiments déjà existants. En gros, ils ont identifié les accès, les fenêtres, les sorties de secours et les façades aveugles pour avoir une lecture en fait qui dépasse un peu l'approche des limites parcellaires et permettre d'identifier des marges de manœuvre pour densifier l'existant. Après avoir recensé ces gisements, on arrive à une étape nécessaire de la qualification pour passer d'un gisement, un potentiel théorique à un gisement réel et mobilisable. Et donc, on vous propose 4 thématiques pour passer au crible vos gisements, les identifier, structurer donc autour des axes de caractéristiques physiques, des éléments liés à la dureté foncière, donc typiquement qui est le propriétaire, est-ce que c'est les mêmes personnes que l'occupant ou pas, un volet lié aux contraintes et potentiels d'aménagement, donc quelles sont typiquement les règles qui s'appliquent, est-ce qu'il y a des présences de réseaux, de servitudes, et puis un quatrième volet qui s'attache à décrire tout ce qui est les éléments économiques et techniques, typiquement l'état du bâti, est-ce qu'il y a des coûts de démolition, dépollution à envisager, est-ce que la valeur d'acquisition permet d'équilibrer une opération, etc. Donc, cette étape là de qualification des gisements, c'est une sorte de travail de filtrage qu'on peut comparer à un entonnoir et qui permet d'évaluer la complexité et la temporalité de mobilisation des gisements et donc de passer d'un gisement brut à un gisement net plus opérationnel. Donc, une fois qu'on a fait ce travail sur les gisements, on entre dans une phase véritablement de projet où l'enjeu est de faire dialoguer les gisements qu'on a identifiés auparavant avec un projet global d'évolution de la zone et en mettant bien en avant le fait que la priorisation, c'est un arbitrage politique de la collectivité. Donc, on propose 4 dimensions pour prioriser les sites d'intervention. Est-ce que c'est la dimension stratégique? Est-ce que le site a un effet levier? Une dimension temporelle? Dans quel délai le gisement est-il mobilisable? Est-ce qu'il y a des opportunités identifiées à court terme? La faisabilité économique, dont on a parlé, et puis l'intérêt écologique aussi. Il ne faut pas laisser de côté. Est-ce qu'il y a un potentiel de renaturation ou de désimperméabilisation sur le site qui peut être intéressant à regarder? Voilà, donc l'idée, c'est bien de cibler l'action publique sur des secteurs
on va dire, qui peuvent enclencher une dynamique positive. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on peut mettre en place. Plutôt vous présenter ici donc, un exemple inspirant, donc, qui est le travail réalisé par le bureau d'études Concorde, où on... Ah, pardon, la diapo n'est pas passée. Voilà. Et qui illustre bien ce qu'on entend par esquisser et prioriser intervention publique. Donc, c'est où on décline bien différentes postures d'intervention de la collectivité entre ce qui relève de l'incitation individuelle, de l'accompagnement collectif du privé ou de l'opération purement publique, hein, qui ont été cartographiées à l'échelle de la zone et qui se déclinent de cette façon. Donc, voilà sur cette étape indispensable de dialogue entre donc, les gisements recensés auparavant et puis le projet politique et donc les postures d'intervention de la collectivité qui se complètent et qui n'ont pas forcément vocation à être uniquement du portage collectivité 100%. Alors, je reprends la main pour cette dernière diapo pour effectivement appuyer le fait que ce qui vient d'être dit, c'est que le projet d'évolution de la zone passe effectivement par différentes postures d'intervention du point de vue de la collectivité. Dans un premier temps, il y a un peu ce qui semble évident et ce qui était la culture il y a quelques années. En fait, c'est l'intervention sur les espaces publics en requalification. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure à l'appui de l'exemple de Lorient Agglo. Il y a 30 à 40% de la surface d'une zone d'activité qui est en espace public. Ces espaces publics sont pas toujours optimisés du point de vue de leur organisation, de leur fonctionnement. Donc, il y a des capacités à faire évoluer cet espace public pour améliorer l'image de la zone. Donc, ça passe notamment par des questions liées à la reconfiguration du stationnement, des dessertes, la question éventuellement de la reconfiguration des espaces pour créer des petites centralités ou des espaces appropriables par les salariés et les usagers de la zone. Donc là, il y a un travail autour de ça qui forcément est plutôt celui de la collectivité. Après, il y a la question de l'identification des secteurs stratégiques pour lesquels en fait une intervention foncière pourra avoir un effet levier pour l'évolution de l'ensemble de l'espace d'activité économique sur des friches ou des fonciers vraiment sous-utilisés. Donc pour ça, ça passe par l'acquisition foncière pour travailler ces gisements stratégiques. Et donc, s'agissant de l'intervention foncière, il y a plusieurs postures. Soit on intervient dans le cadre d'une acquisition amiable, et donc en mobilisant potentiellement un certain nombre d'outils, dont l'EPF, qui peut accompagner le projet de la collectivité pour les fonciers à enjeu. Il y a aussi la capacité à intervenir en préemption, ça a été dit tout à l'heure, voire à mener des procédures plus coercitives jusqu'à l'expro. Même si les retours d'expérience en matière de développement économique sont pas nombreux, il n'en demeure pas moins que ça fait partie des leviers activables. Et puis, au-delà de l'intervention foncière publique, puisqu'on a dit que c'était loin d'être le seul outil, enfin en tout cas, c'est pas l'alpha et l'oméga quand on travaille sur une évolution de parc d'activité, il y a aussi le fait de créer les conditions pour faire évoluer les parcelles privées et mener à bien des projets qui peuvent être laissés à l'initiative privée, mais par contre encadrés par la puissance publique. Et donc ça passe notamment par, et ça a été illustré dans la première intervention par Lorient Agglo, ça passe notamment par le fait notamment d'adapter le PLU pour déverrouiller des fonciers ou en tout cas permettre des évolutions davantage que ce qui est parfois permis avec des hauteurs limitées ou des contraintes qui peuvent être liées à un certain nombre de dispositifs. On a évoqué les marges de recul, etc. Donc il y a un rôle de la puissance publique autour de ça. Et puis il y a aussi la question de l'accompagnement à la fois des propriétaires et des entreprises présentes pour faire évoluer leurs locaux, leurs parcellaires, mais aussi des porteurs de projets qui peuvent manifester un intérêt pour l'implantation sur un territoire, sur une zone d'activité économique, mais qui finalement n'ont pas forcément mené à bien une réflexion très poussée du point de vue opérationnel pour concrétiser cet intérêt. Et donc le rôle de la collectivité en la matière, ça peut être effectivement de mettre en rapport l'offre foncière existante avec le besoin exprimé par l'entreprise et surtout accompagner à la fois le propriétaire foncier initial
et l'entreprise candidate à l'implantation. Et ça passe notamment par des leviers de type mission d'architecte conseil ou accompagnement et animation à l'échelle de l'ensemble de la zone. Toujours est-il que les outils, enfin, l'enjeu et le propos, c'est de dire qu'il y a véritablement un enjeu à combiner différents modes d'intervention, que l'enjeu, c'est bien que cette combinaison d'actions se fasse au profit d'une vision stratégique de l'évolution de la zone à plusieurs pas de temps, à court, moyen et long terme, et que on s'attache bien à travailler au-delà du foncier purement, à un process d'évolution de la zone qui combine d'autres dimensions qu'il faut savoir travailler. Donc, on a parlé des continuités écologiques, de la qualité des espaces publics, des enjeux de paysage, d'urbanisme, d'architecture. Donc, tout ça contribue en fait à l'évolution de la zone dans une logique globale. Et donc, s'agissant de ce référentiel foncier, qui est donc un outil de la boîte à outils méthodologique que l'on propose dans le cadre de l'expérimentation, un petit mot peut-être conclusif sur la démarche d'expérimentation qu'on a conduit aux côtés donc, du CEREMA depuis 2 ans, pour dire qu'effectivement, on est loin d'avoir épuisé le sujet, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, qu'on est effectivement à l'écoute d'autres territoires qui souhaiteraient investir ce sujet. On a la capacité d'accompagner d'autres territoires, y compris des territoires qui ne sont pas aujourd'hui inclus dans l'expérimentation. Donc l'idée, c'est bien de poursuivre ce travail et d'approfondir les sujets. Donc effectivement, on compte sur vous finalement pour vous approprier toute la méthode qu'on a mise à disposition, enfin, qui est actuellement mise à disposition ou qui le sera dans les jours qui viennent, sur nos sites internet respectifs, et effectivement de pouvoir pousser les réflexions et les prolonger dans les mois et les années qui viennent, ce qui colle plutôt bien aussi avec la prise de mandat des nouveaux élus, qui donne justement l'occasion peut-être de relancer des réflexions un peu globales autour de ces sujets. Merci beaucoup à tous les trois pour cet ensemble de ressources riches et précieuses, effectivement, d'autant plus pour les nouveaux élus qui arrivent avec aussi parfois des nouvelles équipes. Donc, je vous propose à présent d'accueillir les différents intervenants de la Sembrace qui vont nous parler très concrètement des villages d'entreprise. Donc, nous accueillons maintenant Solène Boïc, Antonin Fournier et Hugo Barnier. Je vous laisse la parole et prendre le contrôle du diaporama. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, nous serons 3 aujourd'hui à prendre la parole pour vous présenter des cas, on va dire, concrets de mise en application de villages d'entreprise, donc pour justement permettre de mettre en opérationnalité cet enjeu de densification des zones économiques que mes partenaires là ici viennent d'évoquer. Donc pour vous présenter notamment nous, comment on intervient aussi à ce titre. Alors, pour faire passer les diapos, hop, voilà. Alors, Donc, oui, voilà. ouais, c'est bon, désolé. Donc, pour rappeler en introduction au Sembrace, donc qu'est-ce qu'on fait et comment on intervient. Donc, Sembrace, c'est la SEM d'économie mixte qui intervient à l'échelle de la région Bretagne. Donc, on intervient à plusieurs niveaux et pour plusieurs types de clients. Donc, évidemment, notre actionnaire principal, région Bretagne, pour lequel on travaille principalement sur les opérations immobilières qu'il nous confie. Évidemment, pour tous les territoires bretons, que ce soit des communes, des EPCI, des agglomérations qui ont besoin voilà, de services d'ingénierie ou d'investissement que l'on peut proposer, et aussi pour des entreprises qui s'implantent sur le territoire et qui ont besoin d'un appui pour leurs actifs immobiliers. On intervient sur différents panels d'accompagnement, donc évidemment en ingénierie, on travaille sur des études préopérationnelles, on travaille en AMO aussi pour le compte du client, en mandat, également sur toute la phase de la chaîne de valeur des projets, que ce soit de la faisabilité aux études de conception, à la réalisation et également parfois à l'exploitation. Et puis, on travaille également avec des filiales qui peuvent permettre des investissements, en fait, directement dans des projets, en lien évidemment avec les collectivités pour lesquelles on travaille, que ce soit dans l'immobilier d'entreprise, dans la création de logements ou de commerces en centralité, ou pour des équipements touristiques ou des projets énergétiques. Voilà, donc c'est vraiment le panel de nos actions avec là, on va se concentrer sur le volet développement économique que vous voyez parmi les 6 axes stratégiques que l'on déploie au sein de Sembrace.
Aujourd'hui, évidemment, nous, ça rentre dans cet axe stratégique d'économie de foncier. On a parlé tout à l'heure déjà, évidemment, du contexte du ZAN. L'objectif ici, c'est d'avoir une opération de village d'entreprise un petit peu clé en main, que ce soit pour une collectivité qui, justement, peut confier la réalisation d'un village d'entreprise à un tiers et qui permet aussi de répondre à un réel besoin formulé par des entreprises, des artisans du territoire qui n'ont pas toujours les reins en fait pour porter eux-mêmes leur investissement immobilier et piloter en tout cas sa construction. Donc c'est vraiment l'objectif de délivrer des villages d'entreprise clés en main, évidemment en répondant à une demande d'une collectivité territoriale qui est maître de en tout cas la programmation sur ces zones d'activité. Donc pour cela, nous, comment on intervient? Évidemment, ça va être dès la conception. On travaille sur la faisabilité avec des itérations systématiques avec la collectivité qui nous sollicite, de façon à définir à la fois un programme, un plan de masse d'implantation, un bilan, et de définir également comment va se dérouler avec la collectivité la commercialisation selon les intérêts, les preneurs, les artisans sur son territoire. Donc on fait l'acquisition du terrain, on réalise les différentes études pour à la fois la conception, l'aménagement et la construction des cellules artisanales. On fait évidemment toutes les démarches administratives qui vont bien. Et puis ensuite, on pilote l'ensemble de la phase de construction, en lien avec évidemment les partenaires et entreprises. Et on s'assure nous-mêmes de la commercialisation, donc de la vente des cellules auprès des acquéreurs et artisans du territoire. Toujours en lien avec les collectivités, hein, on intervient évidemment sur demande des collectivités et avec leur appui pour la commercialisation, pour le sourcing et puis pour que ça réponde aux réels besoins des territoires et des artisans qui s'implantent sur leur territoire. Donc, on va illustrer par 4 différents projets de différents stades d'avancement, de différents montages, de différentes typologies, cette opérationnalité des villages d'entreprise. Comment ça s'initie? Ça va être soit par la réponse à un appel d'offres, une collectivité qui évidemment sollicite dans le cadre d'un marché public le besoin d'un opérateur qui réponde à ce projet-là, ou alors c'est effectivement un projet qui est construit en faisabilité avec la collectivité. On se base dès le début sur l'ensemble des dynamiques économiques du territoire, de façon à défricher vraiment le projet et à établir un programme que la collectivité pourra ensuite faire mener pour prendre en compte tous les critères en fait de ce projet, que ce soit la réglementation, on en a pas mal parlé dans les échanges précédents, le diagnostic du site, établir, comme je le disais, la programmation et bien évidemment avoir toute une analyse des avantages, faiblesses, opportunités du projet de façon à prendre pour la collectivité le meilleur choix d'aménagement pour souvent aménager des fonciers économiques qui deviennent extrêmement rares, comme on l'a pu l'évoquer précédemment. Donc on va porter les 4 exemples qu'on va vous présenter à 3 voix, donc avec mes collègues Antonin Fournier et Hugo Bagné, qui sont responsables d'opérations Sembraze et qui pilotent ces opérations effectivement auprès de différentes collectivités. Je vais laisser Antonin prendre la parole pour débuter sur un exemple à Dinan Agglomération. Merci. Effectivement, pour aller un peu plus dans le détail, l'exemple du village d'entreprise de Matignon, donc pour Dinan Agglomération. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en haut à gauche, on est dans un parc d'activités périurbain, dans une petite ville qui est la ville de Matignon, dans lequel on nous a proposé d'engager une étude de faisabilité, d'abord sur les 2 parcelles en bas de celle identifiée, puis ensuite sur la 3e dans un second temps. On est vraiment sur un travail en co-construction avec l'EPCI. L'objectif étant de définir les besoins à partir des besoins et des prospects qu'ils ont, la typologie de cellules à proposer et le village d'entreprise. Donc concrètement, on arrive, on vient nous chercher pour identifier, pour proposer un village d'entreprise. On vient réaliser une étude capacitaire. Donc l'étude capacitaire, vous pouvez la voir en haut à droite. L'objectif, c'est concrètement de voir quelle est l'optimisation en termes de bâti de la parcelle. On vient au possible proposer le plus de surface de cellules commerciales ou artisanales, en l'occurrence, possible.
Et on vient dans un troisième temps, pour la représentation, faire de la volumétrie, ce que vous pouvez voir en bas de l'écran. Donc tout ceci se base bien sur une étude de faisabilité avec donc une étude qui vient de la part de l'EPCI sur les artisans et puis une étude donc des documents d'urbanisme, PLUI, etc. Assez classique. Pour ne pas me répéter, on est bien donc sur une sollicitation de la collectivité, une analyse, une étude capacitaire dans une logique d'optimisation foncière. Hein. Notre objectif, c'est bien de proposer le maximum de surface de cellules. Puis on réalise un bilan d'opération à partir de cette étude capacitaire. L'étude de faisabilité est bien réalisée par Sembrez. J'en profite puisque je vois la question. Donc, on est sur, en l'occurrence, ici, à Dinan Agglomération, on est bien sur une étude assez spéciale puisqu'on est en bail à construction, en dissociation donc, du foncier et du bâti. Et on vient en tant que promoteur, en l'occurrence, proposer ce montage de projet en bail à construction. Donc, on a sur ce projet 50 places, 20 cellules de conception simple, avec une isolation double pot et dans une logique qualitative, mais aussi un projet maîtrisé économiquement, hein, puisqu'on cherche à être en dessous des prix du marché, dans cette logique de bail à construction et de compétitivité. Voilà pour le village d'entreprise de Matignon. Pour terminer, voilà quelques surfaces. L'optimisation du projet, faire sortir une emprise au sol des surfaces bâties de 52,8%, ce qui, dans une logique d'optimisation du foncier, est assez intéressant et qui répond aussi, nous, à notre besoin d'arriver à cette proposition pour rentabiliser le projet. Donc, on a 4141 mètres carrés de surface bâtie au sol, 50 mètres carrés de mezzanine à destination à des artisans sur chacune des cellules. Et donc, voilà, ça nous permet d'arriver à un nombre de cellules, à 20 cellules. Je vais reprendre la main du coup pour poursuivre, effectivement, avec un autre exemple, cette fois-ci dans le Finistère, donc Oléon Communauté, hein, sur un village d'entreprise à Saint-Paul-de-Léon, qui vient travailler là une friche ferroviaire, hein, c'est au niveau de l'ancienne gare de Saint-Paul-de-Léon, avec là aussi un travail sur une emprise assez complexe, hein, vous voyez, assez longue, notamment pour créer l'ensemble des voiries et des stationnements nécessaires pour le village d'entreprise. Et donc là, c'est également un travail qui est mené pour le coup, non pas en bail à construction, mais en acquisition de foncier et en développement de projets. Donc on suit évidemment l'ensemble du projet de la conception jusqu'à la construction, la réalisation. Et donc là, la particularité, c'est qu'on est vraiment en frange urbaine, hein. On a des zones bâties un peu à l'ouest de l'emprise. Et donc on vient aussi travailler cette fois-ci dans un montage qui est un petit peu différent, qui est dans le cadre d'une concession d'aménagement, où on réalise non seulement le programme du village d'entreprise, mais également les aménagements urbains, donc une placette, des aménagements paysagers qui viennent faire le lien, la continuité avec on va dire la frange bâtie de la ville. Donc là, c'est une concession d'aménagement avec un portage aussi foncier en partie par le PFB. Et je précise également que pour l'attribution des commerçants ou des artisans qui s'implantent, il y a un comité d'agrément qui est monté avec la collectivité, qui a son droit de regard sur les personnes qui intègrent ce village d'entreprise. Donc ici, on a une cellule de stockage et 17 cellules avec des ateliers. On parlait de modularité tout à l'heure. On a la possibilité de rendre des ateliers divisibles par les modes constructifs, ce qui permet un peu de souplesse également vis-à-vis des preneurs et des surfaces nécessaires. On a des cellules toujours qui sont relativement qualitatives, hein. On a quand même toujours du bardage double pot avec une isolation sous dalle. Donc on a quand même des cellules vraiment clés en main de dernière qualité et normes environnementales également, avec partout maintenant des pavés enherbés sur les stationnements, la végétalisation en toiture. Et puis là, comme je le disais, un vrai travail d'aménagement urbain et paysager autour de ce village d'entreprise. Pour un investissement assez conséquent, puisqu'on est sur une échelle là de concession, donc plus large que juste le village d'entreprise qui est intégré dans ce programme.
Là aussi, donc, ça nous permet d'atteindre des emprises au sol, on va dire une densité bâtie qui est assez importante. Là, on est à 43,3%, mais évidemment, cela intègre les aménagements urbains de la concession. Donc forcément, ça paraît un petit peu moindre que le précédent projet. Pour autant, à l'échelle de l'emprise, ça permet bien de créer 18 cellules, plus les aménagements paysagers également, et tous les stationnements voiries qui permettent cette desserte-là, avec des sujets souvent qui sont liés au retournement et aux accès, hein, aux cellules artisanales, non seulement par les véhicules légers, mais aussi par les poids lourds. Je vais laisser Hugo poursuivre avec un autre projet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour ce troisième projet de village d'entreprise, on va parler du village d'entreprise Les Ateliers d'Isée, situé à Val d'Isée dans le 35, dans l'agglomération de Vitré, donc pour Vitré communauté. Donc, c'est un village d'entreprise aujourd'hui qui est en stade de commercialisation. Donc, aujourd'hui, l'ensemble des études de conception ont été terminées. Donc, c'est pour ça que là, sous vos yeux, vous avez des visuels assez aboutis de la part de l'architecte Adao Architecture. Donc, c'est sur, je vais éviter de répéter ce que disaient mes collègues, mais c'est une étude de faisabilité sur la base d'une sollicitation de Vitré communauté. Donc, une fois que cette faisabilité a été satisfaisante pour toutes les parties prenantes. Donc, Sembrez est en cours d'acquisition du foncier et on a consulté un groupement En fait, on est passé en procédure de conception-réalisation pour, dès le début du projet, bloquer un planning, bloquer des prix et bloquer un programme. Donc, ce qui nous permet d'arriver rapidement à la phase commercialisation, phase à laquelle nous sommes aujourd'hui. Comme sur les autres projets, donc c'est un peu la touche Sembrez. Nous, ce qu'on aime bien, c'est de réaliser des cellules livrées brutes, donc sans aménagement intérieur, mais avec toutes les dispositions présentes au moment de la livraison. Donc, il y a vraiment une totale liberté à l'acquéreur pour l'aménager. On peut insérer dans chaque cellule euh, tout type d'entreprise avec une grande flexibilité. Comme pour le reste, isolation de l'ensemble des manteaux thermiques, donc façade, sol et toiture. Donc au sol, un isolant soudalage justement pour créer dans le futur des bureaux ou d'autres typologies de salles comme des vestiaires, des, des espaces de restauration à terme. Donc là, toutes les dispositions sont présentes au moment de l'acquisition de la part de l'acquéreur. Donc sur ce projet, on a mis les curseurs environnementaux assez élevés pour un village d'entreprise parce que c'est pas forcément évident d'aller très très loin dans les ambitions environnementales pour un projet de village d'entreprise. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est une ossature en bois massif. Donc l'ensemble est en bois massif. On a les stationnements pavés en RB. Et aujourd'hui, on se pose encore la question sur les toitures, si on met de l'énergie photovoltaïque ou de la végétalisation, car il y a le sujet du tarif EDF qui a diminué sur la production des énergies solaires. Donc, il y a 50 places de parking et un investissement de Sembrez à hauteur de 5 200 000 pour une emprise au sol de 45%. Et aujourd'hui, cette emprise au sol ne bougera plus vu que les études de conception sont terminées. Voilà pour ce projet à valider qui est au stade de la commercialisation. Si je continue avec le dernier village d'entreprise qu'on va vous présenter, celui de Saint-Malo. Donc lui, c'est un projet qui a été livré en 2022, donc Team Alwyn. Donc, c'est un projet qui, encore une fois, a été co-construit avec la collectivité de Saint-Malo agglomération. Là, on est passé en schéma plus classique. On n'a pas fait de conception-réalisation. C'était une consultation d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Et ensuite, le groupement a déroulé l'ensemble du projet avec la même équipe. Petite particularité sur ce projet-là, c'est
que Saint-Malo Agglomération a mis en place un comité d'agrément pour la commercialisation. Donc, du coup, il sélectionnait les entreprises qui souhaitaient s'installer dans le village d'entreprise, donc pour avoir vraiment une vue d'ensemble et ne pas avoir des entreprises qui ne répondent pas aux différents critères de Saint-Malo Agglomération. Saint-Malo Agglomération a également acquis trois cellules artisanales dans le cadre de ce projet, puisqu'il y avait 9 cellules de stockage, donc c'est le bâtiment qu'on voit à gauche qui est solarisé, et 11 cellules artisanales avec bureaux. Là, la différence avec les autres villages d'entreprises présentés, c'est qu'il y avait vraiment des bureaux à part qui avaient déjà toute la réglementation pour que ça soit des bureaux. Concernant les ambitions environnementales du projet, donc il y avait des noues pour les EP, une centrale photovoltaïque donc sur le bâtiment de gauche qui produisait 300 kW d'énergie, donc portée par un tiers investisseur Braise Terre de Soleil, et euh, des cellules qui répondaient à la réglementation RT 2012. Donc voilà, un investissement qui est quasiment similaire à celui de Val d'Isère, donc 5 200 000 et 60 places de stationnement. Enfin, pour finir, quelques chiffres. Donc on est sur une emprise au sol de 42%. Et pour un petit point planning, vu que l'opération est terminée, donc on a fini la faisabilité entre toutes les parties prenantes en mars 2021. On a directement démarré la phase conception après la validation au conseil d'administration de Saint-Blaise. Fin de la conception à l'été 2021. Donc la phase conception peut aller très vite vu qu'il y a une faisabilité multicritère qui est assez poussée. Donc après les invariants sont posés et on peut enchaîner sur la conception assez rapidement. Donc, été 2021, fin de la conception, début des travaux et à peu près 1 an de travaux, 10 mois. Et les premières livraisons se sont faites en mai 2022 jusqu'en avril 2023 où on a fini de commercialiser en même temps que la fin de GPA. Et donc, la mise en place d'une CroPro et la sortie la sortie de Sembrez petit à petit du projet pour que la CoPro pilote entièrement la vie du village d'entreprise. Euh, voilà pour la présentation des villages d'entreprise et ce sujet de sobriété foncière. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation et ces retours d'expérience extrêmement concrets. Avant de poursuivre sur les questions que nous avons dans la conversation, est-ce que vous pouvez en quelques mots redéfinir ce qu'est un village d'entreprise, s'il vous plaît? Je me lance. Un village d'entreprise, en fait, l'objectif, c'est sur une seule unité foncière de venir proposer on va dire un ensemble immobilier comprenant plusieurs locaux artisanaux ou commerciaux, clés en main pour l'acquisition par des preneurs qui s'installeraient dans ce village-là. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est une seule unité foncière, une densification portée par un tiers en investissement et en études et en réalisation et ensuite une livraison, une acquisition clé en main par des artisans du territoire. Merci beaucoup pour cette précision. Nous avons donc plusieurs questions. La première concerne le retour d'expérience du Oléon communauté. Et la question est, est-ce que c'était de la location ou de la cession ou du mixte? Et qui sera le preneur à bail, s'il vous plaît? Oui, alors concernant les projets, aujourd'hui on part principalement sur de la cession, c'est-à-dire de la vente, de l'acquisition par les artisans, notamment quand on est effectivement en acquisition foncière classique. En revanche, la question peut se poser, et à juste titre, sur des projets en bail à construction, dès lors que effectivement, nous, en tant que promoteurs, on va dire développeurs du projet, on est titulaire du bail à construction qui est cédé par la collectivité propriétaire initialement du foncier et qui le restera. Et en fait, aujourd'hui, dans le montage, on cède ces droits à construction dans le cadre de l'acquisition par chaque preneur des cellules, qui est donc propriétaire avec cette durée de bail à construction alors en général c'est une soixantaine d'années, ça peut être plus ou moins, mais en tout cas on cède dans le cadre de la cession des cellules ce droit à construction.
Merci. Nous avons une question de Stéphanie Desloges, donc qui évoque le fait que sur Rennes Métropole, ils viennent de clôturer 2 AMI pour 2 villages entreprises au sein de 2 zones artisanales, donc un foncier en bail à construction, l'autre à la vente. Elle demande quelles sont vos conditions pour intervenir sur tel ou tel territoire, puisqu'en fait, aucun opérateur n'a répondu à l'AMI. Donc, a priori, les raisons qui ont été évoquées était une commercialisation à risque, pas de preneur identifié, un référentiel énergie bas carbone qui augmente le coût du projet et un bail à construction qui refroidit pour un projet. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui apporter quelques éléments de réponse, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Effectivement, c'est là aussi où le montage, on va dire, itératif avec les collectivités, notamment sur la préfaisabilité, il a son importance vraiment pour avoir un regard extérieur et sur les bonnes conditions de réussite d'un projet. C'est vrai que nous, par exemple, quand on répond à un appel d'offres, un AMI sur ces choses-là avec une acquisition de foncier pour développer un projet, c'est très important qu'on regarde évidemment le programme. On fait tourner un bilan d'opération sur la base du programme qui est développé par la collectivité. Il se trouve que des fois, au regard de soit effectivement des ambitions programmatiques ou environnementales ou peut-être une programmation qui n'est pas forcément en adéquation avec le besoin du territoire, on peut ressentir une prise de risque à s'engager sur ce type de projet. Nous, on s'engage au sein de Sembraze avec un comité d'engagement et on présente évidemment nos engagements à notre conseil d'administration. Donc il n'y a pas de critères fixes, si ce n'est qu'il faut effectivement que le projet, on le sente réaliste. Effectivement, le bail à construction, c'est un sujet puisque les preneurs ou les potentiels acquéreurs ne sont pas coutumiers de ce nouveau mode. Souvent dans la logique patrimoniale des artisans, ça peut être un frein. D'où la grande importance de venir calibrer soit le coût d'acquisition d'une cellule, mais en l'occurrence, ça peut venir aussi effectivement baisser les recettes du projet et rendre parfois un projet déséquilibré du point de vue de son bilan. Donc c'est vraiment tout ça qui est regardé. Donc il n'y a absolument pas de critères rédhibitoires, mais encore une fois, l'important c'est de pouvoir en échanger avec la collectivité en amont et être sûr que la faisabilité réelle, y compris économique, du projet pourrait être appréhendée par les acteurs. Merci pour vos réponses claires. Alors, 2 questions qui arrivent dans la conversation. Donc la question des emprises foncières, donc est-ce qu'elles ont été nécessaires pour ces différents projets? Et au regard de ce que vous venez d'évoquer, est-ce que vous proposez une mission conseil facturée en amont de l'étude pour ce type de projet? Alors effectivement, sur les emprises foncières, donc ça a été précisé peut-être un peu rapidement dans les différentes diapos. À chaque fois, donc on précise les surfaces du foncier emprise du village d'entreprise, ainsi que les surfaces bâties, ce qui nous a amené à pouvoir vous présenter le calcul de densité bâtie à la parcelle. Donc tout ça est présent dans le support. Donc c'est, on va dire, je crois que c'est entre 5 000 et 13 000 m² si on regarde les différents projets. Je vous laisserai revérifier. Et puis, sur les missions de conseil, oui, tout à fait. Nous, on peut éventuellement proposer des missions d'AMO pour définir et des missions flash de préfaisabilité pour pouvoir un petit peu travailler justement sur des premiers items programmatiques, bilantaires et des ambitions de la collectivité également, que ce soit le montage, elle peut être aussi intéressée à aller plus loin en bail à construction ou simplement souhaiter céder son foncier en zone économique. Donc, tout ça se regarde et bien évidemment, on est ouvert à toute sollicitation pour travailler ce sujet en préfaisabilité. Merci. Bertrand Leroux vous demande s'il y a des espaces communs extérieurs ou bâtis, des espaces mutualisés et comment vous les gérez? Éventuellement syndic de copropriété, ALS, enfin concrètement comment ça se passe aussi, en bail à construction? Ouais. Alors, on l'a esquissé effectivement sur Team Alwyn, hein, notamment le fait qu'il y a évidemment tous les espaces communs, les voiries, aussi là également les sujets de panneaux photovoltaïques en toiture, hein, qui ne sont pas propriété de chacun des preneurs. Donc tous ces espaces et équipements mutualisés sont bien gérés au sein d'un syndic de copro qui est établi et qui ensuite justement permet, comme le disait Hugo, la vie du village d'entreprise. En bail à construction, c'est la même chose, si ce n'est que pour tout le monde, il y a une durée, le bail à construction qui a un terme, que ce soit pour nous, Sembraze, en fait, comme on cède ce droit à construction aux artisans et preneurs de cellules commerciales, en fait, voilà, ce syndic de copropriété est établi de la même manière, mais pour
voilà, pas plus tard que la durée du bail à construction, évidemment, qui est menée. Voilà ce que je peux en dire. Très bien. Et enfin, faites-vous de la concertation auprès des entreprises pour définir les besoins dans les projets? Alors, sous contrôle évidemment des collectivités, c'est-à-dire que la première sollicitation, c'est la collectivité qui connaît son besoin ou qui, notamment au niveau des EPCI, a la compétence pour recueillir les besoins du terrain. Donc, nous, on travaille avec la collectivité pour connaître les données, ces éventuelles demandes, et on peut évidemment, avec l'accord de la collectivité, travailler sur un petit peu de sourcing auprès d'acteurs et d'entreprises du territoire pour identifier un petit peu quels sont leurs besoins à court, moyen, long terme, parce qu'il y a aussi cette logique patrimoniale qu'on évoquait tout à l'heure, de voir comment s'implantent les entreprises sur le territoire, en lien avec les autres aussi propositions qui sont sur le territoire. Évidemment qu'on ne va pas proposer des typologies similaires s'il y a un autre projet également qui se propose à côté dans la même temporalité. On regarde évidemment le contexte du marché et des besoins locaux. Merci une nouvelle fois. Nous sommes d'autant plus dans un timing parfait. Donc, merci pour cet effort aussi et pour vos réponses très précises. Nous arrivons effectivement à la fin de ce webinaire. Je propose à Marianne Pabeuf de nous présenter le programme, donc avec les prochaines dates des webinaires pour la rentrée à partir de septembre, ainsi que les ressources des territoires Innov. Avant cela, je remercie grandement l'ensemble des intervenants qui étaient ce matin une dizaine pour une matinée à la fois riche et dense autour de cette question des zones d'activité économique. Merci en tous les cas à vous tous et je laisse Marianne du coup vous présenter les ressources et les prochains webinaires. Merci Laetitia. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marianne Pabeuf, je travaille pour la région Bretagne, l'un des 4 partenaires des territoires Innov, partenaires qui sont l'État en région, la région Bretagne, l'établissement public foncier de Bretagne et la Banque des territoires. Depuis fin 2020, on vous propose des webinaires sur des questions d'aménagement durable, de sobriété foncière et de dynamisme des centralités, qui partent de retours d'expérience de terrain pour nourrir la pratique des élus et techniciens des collectivités et des différents acteurs qui les accompagnent. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on a pu produire jusqu'ici sur la page des territoires Innov sur le site de l'Adréal. C'est une page très dense avec toutes les infos classées par année. C'est peut-être plus facile, si vous cherchez quelque chose de précis, de commencer par rentrer par notre chaîne YouTube, dans laquelle vous aurez à la fois la disposition des vidéos par année, mais aussi des playlists thématiques qui vous permettent d'aller creuser une question. Et une fois que vous avez la date du webinaire, vous pouvez beaucoup plus facilement retrouver la fiche de capitalisation, le support sur la page entrepôt. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir notre lettre d'info, mais a priori, si vous participez à ce webinaire aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà probablement abonné. Et puis, je voulais aussi donc vous parler des rendez-vous d'ores et déjà calés. On va avoir un webinaire un petit peu atypique le 2 juillet prochain à 9 h, puisqu'il s'agit d'un webinaire de présentation des territoires Innov, où on aura une table ronde avec les 4 partenaires organisateurs, des interviews de témoins et de participants réguliers, pour mieux connaître ce qu'est cette proposition qui est faite aux collectivités de webinaires réguliers. À l'automne, on revient sur nos formats plus habituels avec des webinaires thématiques, notamment le cycle Penser la place de la nature dans nos projets d'aménagement, qui débutera le 25 septembre, et nous nous demanderons si la nature était le meilleur allié de nos centralités, avec 2 témoignages d'un centre-bourg et d'un centre-ville qui, à l'occasion de la rénovation d'un centre, ont travaillé sur la place plus importante accordée à la nature. Ce cycle, il se poursuivra en novembre avec la question de l'intégration de la nature dans la planification urbaine. Le 6 octobre, on aura un webinaire Recul du trait de côte, comment adapter son territoire, avec les témoignages de Stéphanie Doyen et Juliette Kilfin d'Auré-Quiberon, Terre Atlantique, et elles témoigneront de la démarche d'adaptation au recul du trait de côte engagée sur leur territoire. Les partenaires régionaux des territoires Innov exposeront également les différentes composantes à mobiliser pour déployer une démarche d'adaptation au recul du trait de côte à l'échelle intercommunale,
et quels outils et dispositifs sont mobilisables à chaque étape. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais vous mettre dans la conversation les liens pour s'inscrire aux différents webinaires. Donc, celui qui s'appelle « Les territoires innovent des webinaires pour les collectivités », c'est le webinaire de présentation. Celui qui s'appelle « Nature dans les projets, nature en ville » est un petit peu plus transparent. Et adaptation au recul du trait de côte, encore plus. Donc, je vous envoie les 3. Normalement, ça fonctionne. Vous allez recevoir dans les prochaines minutes un petit mail automatique qui vous demande comment s'est passé ce webinaire pour vous. N'hésitez pas à y répondre, il nourrit notre pratique, on regarde vos réponses avec attention. Et ceci dit, je voudrais remercier notre animatrice, évidemment les intervenants et tous les courageux qui sont encore avec nous après 2h30 de webinaire. Merci beaucoup à vous tous.